Mesdames et messieurs, c'est toujours un bonheur et un plaisir de vous retrouver lorsqu'il est 17h à vos pendules. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 18h52 pour échanger autour des sujets qui font l'actualité tant au Cameroun que hors de nos frontières. Vous le savez, on va parler de fête du travail puisque je l'ai dit à partir de cette journée jusqu'à date, j'allais dire jusqu'au 1er mai. À chaque émission, on aura le bonheur d'avoir un sujet qui nous rappelle la fête du travail pour permettre à tous les travailleurs de s'exprimer. Et on a noté qu'une fois de plus, la thématique retenue pour cette année 2024 fait allusion au travail décent. Alors, on va donner le temps. Avec le travail décent au Cameroun, est-ce que finalement on en a? C'est une réalité ou finalement ça reste une utopie parlant du travail décent? Et bien sûr, avant de parler de cette réalité qui nous concerne tous, puisque nous sommes en principe tous des travailleurs, on aura l'occasion de parler d'une autre actualité, la dernière sortie de l'ancien ministre de la T, Marafat Hamidou Yahya, incarcéré depuis plusieurs années, qui a accordé une interview à Jeune Afrique. À cette occasion, bien sûr, non seulement il a rappelé que le climat social délétère que nous observons au Cameroun, truffé de criminalité et de barbarie, est attribué à l'actif du président de la République, Paul Biya, et à son équipe. Et bien entendu, il a également lancé un SOS, invitant bien entendu une réaction positive à son évacuation sanitaire. Il risque de perdre totalement la vue, puisqu'apparemment Marafat Hamidou Yahya est déjà aveugle d'un œil. Et si rien n'est fait, il va devenir totalement aveugle. Il appelle donc à ceux qu'on puisse signer ce document qui va lui permettre d'avoir une évacuation sanitaire et aller se faire soigner de l'autre côté. Parce qu'apparemment, chez nous, ici, on ne peut pas sauver un œil. Donc, il demande à s'en aller, ce qui fait dans les choux gras de la presse nationale et internationale. Et on a envie de questionner cette dernière sortie de Marafat Hamidou Yahya à l'entame de cette émission. Voilà dans la vitrine de votre programme ce soir. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour, on accueille le panel. Un code d'accès pour vous introduire sur ce plateau, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage et du mieux que nous pourrons, bien entendu, tout au long de cette émission. On va se faire le plaisir de rendre solennel vos réactions. Je le rappelle également, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste d'actualité. Alors, peu importe où vous trouvez en ce moment, dans vos bureaux, à la maison, dans votre chambre, même dans vos toilettes, grâce à votre téléphone Android ou à votre tablette, vous pouvez vous manifester et nous le fait savoir d'une certaine manière. Mais very short message, please. Vraiment, message... Parce que quand je dis SMS, ici on m'écrit des messages, je dois appuyer le bleu pour finir la lecture. Et en ce moment, c'est compliqué. Je suis obligé soit de zapper votre message, soit de le lire en partie, soit de... Vous comprenez? Donc, si vous voulez être sûr que tout va bien se passer avec nous ici, respectez simplement le coaching en faisant de bons, véritables messages courts, comme SMS le dit. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir au professeur Messanga Obama qui est avec nous ce soir, enseignant anthropologue. C'est toujours un bonheur, j'aime à le dire, lui d'enseigner la communication. Donc c'est grâce aux hommes comme le professeur Messanga Obama que vous avez des femmes comme Rosalie Gesselet devant les petits écrans. Et du coup, j'ai toujours beaucoup de bonheur à la voir sur mes plateaux. Bienvenue, professeur. Merci Rosalie. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Autant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Merci d'être là. Et je dirais un bonsoir particulier à quelqu'un qui nous appelle toujours du côté de Pouma. Pouma. Oui. Oh, ben, c'est un téléspectateur très très régulier de Massok. Ah, Thomas Massok. Ah oui. En ce moment, à Yaoundé, par contre, c'est parce que vous avez dit Pouma que je n'ai pas percuté tout de suite. Oui. Ok, ben, je suis sûr qu'il est devant l'écran. Ah, donc c'est clair, ça va pas quand bien même il ne serait pas, ça va pas tarder parce que c'est un inconditionnel de ce programme. Donc je suis sûr que Thomas Massok, vraiment, il faut qu'il y ait tremblement de terre et même là, il portera sa télé pour mettre quelque part et suivre cette émission. Ce sont les téléspectateurs qui méritent d'être primés. C'est vrai. Des gens comme Thomas Massok, parce que qu'il pleuve ou qu'il neige. Non seulement qu'il regarde, mais il participe. Oui. Donc, il entretient. Et c'est très encourageant pour les modérateurs que nous sommes, avoir quelqu'un qui est fidèle à ce point,
Ça fait toujours chaud au cœur. Qu'est-ce qu'il y a, Tudjem? Pourquoi tu me regardes? Je peux au moins encourager un téléspectateur fidèle, sans qu'on me guette de cette manière un peu bizarre. Il faut bien que je regarde, Rosalie. Il faut bien que j'admire sa beauté. Pourquoi veux-tu que je sois en reste? D'accord. Il faut quelqu'un pour contempler les merveilles de l'éternel. Si on fait des rêves en puissance. Ah donc, c'est ce que tu regardais alors. C'est tout la même, non? J'ai pas changé. Non? Bon, ok. Ah donc chaque jour pour toi c'est un renouveau. Surtout que je ne suis pas ici chaque jour. Donc, ah d'accord. Donc chaque fois que tu viens sur mon plateau, tu as l'impression de me voir pour la première fois. Voilà. J'espère que ton épouse le sait et qu'elle n'en fait pas un problème. Elle m'écoute même d'ailleurs. D'accord. Parce qu'il y en a qui en font un problème. Qui dit après, Rosalie, vraiment toi alors, c'est grave. Elle comprend. Elle comprend. D'accord. Bienvenue, comme tu t'es introduit tout seul. Merci. Michel Gabriel Tudjem, j'étais encore en train de dire bonsoir au professeur. Tu es rentré dans la discussion, du coup je t'accueille. Il est également enseignant, mais cette fois c'est dans la technique. Oui. Voilà. Et syndicaliste. Oui, syndicaliste, voilà. Il défend les intérêts des enseignants. C'est ça. Voilà. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et je voudrais, n'est-ce pas, introduire mon propos en disant que, par cette citation qui dit que être heureux, c'est faire des heureux. Oui, je partage. Être heureux, c'est faire des heureux. Exactement. Beaucoup ne le comprennent pas aujourd'hui. Hein. J'étais en off tout à l'heure en train de me souvenir, de me rappeler des bons moments où on savait encore faire, qu'on t'effleurait comme une femme. Alors, c'était merveilleux. Les hommes étaient, ils étaient subtils, ils étaient doux. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir... Les hommes prenaient le temps. Oui, on a l'impression d'avoir des vampires qui te rencontrent le matin et se déchaînent directement, comme si on ne cherche plus à connaître les gens, on ne cherche plus à faire le petit effort, on ne cherchait plus à envoyer une petite fleur. Bon, les jeunes filles aussi aujourd'hui ne comprennent même plus la valeur des fleurs, c'est dommage. C'est ça, dommage. Merci d'être là, Michel Gabriel. Merci. À côté de vous, bien entendu, c'est le président du FDR qui est avec nous, Aimé Cyprien Olinga. C'est toujours un plaisir et un bonheur de la voir sur ce plateau. Dois-je déjà dire candidat en 2025? Oui. Bienvenue, président. Merci, bonsoir à vous et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je salue fraternellement les copanélistes. Et bien entendu, je suis candidat à l'élection de 2025. Je dois, de ce point de vue-là, effectivement, encourager tous nos compatriotes du Cameroun et de la diaspora à s'inscrire massivement donc, pour élire, ou si vous voulez, voter Aimé Cyprien Olinga et voter les listes du FDR pour le compte des municipales et des législatives à venir. Nous encourageons nos compatriotes à se mettre effectivement sur les starting blocs pour que effectivement ces élections-là se déroulent en notre faveur. Et il faut bien qu'ils soient massivement inscrits sur les listes, qu'on ait le plus grand nombre de listes pour les 360 communes que nous avons sur le territoire camerounais et pour les 180 sièges que nous avons au Parlement. Nous voulons avoir justement le contrôle de la situation pour refonder totalement le Cameroun parce que le mot d'ordre du Front démocratique révolutionnaire, c'est refonder totalement le Cameroun. D'accord, merci d'être là, président. Et merci. Bien sûr, le quatrième à qui on va dire bonsoir, c'est Émile Messi. Il sera la voix du RDPC sur ce plateau. Bienvenue, Émile. Merci de m'accueillir, Rosalie. Bonsoir aux compatriotes qui sont sur le même plateau. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Je suis très heureux et très honoré de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce soir et sur votre plateau pour dire que, certes, la campagne électorale sera effective en 2025, mais nous n'en sommes pas encore là. Pour assurer le président Olinga que nous ne sommes pas encore en période de campagne électorale. Inscription sur les listes électorales, oui, mais il faut savoir raison garder. La période de la campagne électorale viendra et on appellera donc les militants à voter tel ou tel. Donc pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Bon, sauf que ce n'était pas un débat. J'ai posé une question au président Olinga, il répondait à ma question. Je suis aussi libre de lui dire que nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Ça, c'est aussi de mon devoir, le rappel de citoyen, de dire qu'actuellement, nous ne sommes pas en campagne électorale. Ça, c'est mon devoir. Je réponds aux questions des journalistes. Vous ne savez pas. Donc, si je demande à mon invité s'il sera candidat, il ne doit pas me répondre, si je comprends. J'ai aussi le droit de lui dire que pour l'instant, nous ne sommes pas en campagne. Puisqu'il a dit voter et les listes du machin, ceci, ce n'est pas la même question. Bon. Donc, on a demandé aux gens de s'inscrire et de voter Olinga et de voter les listes de MDR.
Monsieur Messine veulent déjà prendre ma place ou me dire également ce que je dois demander à mes invités, que je le sache dès l'entame du programme. Moi, je suis libre de recadrer aussi le débat. Vous ne recadrez personne sur ce plateau, monsieur Messine. Je dis que nous ne sommes pas en campagne électorale. Mais vous ne recadrez personne sur ce plateau. Vous qui, monsieur Messine? C'est pas votre job, je suis De toute façon, désolé. le message est passé. Non, il faut qu'on se respecte dès l'entame. On ne va pas démarrer de cette manière, sinon ça va aller en vrille. Mais Vous avez le droit de vous exprimer, vous ne recadrez personne sur ce plateau. C'est juste ce que je dis. Pour qu'on se comprenne, à moins que tout le monde ne commence à parler quand il veut, il recadre qui il veut au moment où il veut. Comme ça, mon rôle n'est plus important ici. Qu'est-ce que vous voulez dire donc, finalement? Je suis en train de dire que vous venez de dire que vous devez recadrer les gens. Je vous dis que ce n'est pas votre job. Vous n'avez pas à recadrer les gens sur un plateau. Vous donnez votre avis, ça je vous le concède, mais vous ne recadrez pas les gens. Pourquoi vous allez revenir sur ça si j'ai donné mon avis? Vous ne recadrez pas les gens. C'est votre expression qui n'est pas normale. Donc, une fois que c'est dit, j'espère qu'on va avancer vraiment avec beaucoup de politesse tout au long de ce programme. Si je pose une question à M. Toudiem, est-ce que tu es clair? Tu me réponds, c'est ma question, je suis encore modératrice ici. Et si c'est en règle avec les campagnes ou pas, ça me regarde. Il n'y a pas à se justifier sur ce plateau de poser des questions aux gens selon ce qu'on a envie de faire. Vraiment, de toute façon, j'ai dit que c'est mon devoir de citoyen aussi de recadrer les uns ou des autres, que nous ne sommes pas en campagne électorale. Vous ne pouvez me retirer cette droit, Rosalie. Les citoyens, vous ne pouvez pas me retirer cette droit, Rosalie. Vous ne pouvez pas me retirer cette droit, j'insiste. Ça ne fait rien de tourner là sur le avançons donc. Non. Vous ne recadrez personne. Sur ce coup, je voulais que ce soit clair. Personne ne recadre. De toute façon, c'est clair pour moi. Voilà, si c'est clair, c'est bon. On peut donc y aller. C'était très important de remettre les points sur les i. On n'est qu'au début de l'émission. Vraiment, j'aimerais avoir une très belle émission. Encore que vous insistez encore là-dessus. J'ai le droit de m'exprimer ici. Vous tournez le temps. Vous perdez le temps là maintenant. Je vous donne aussi le prénom. Avancez, Rosalie. C'est comment? Avancez. C'est compliqué. Vous tournez maintenant sur place qu'il est arrivé en retard. Hein? D'abord, il arrive en retard et c'est lui qui recadre les gens et c'est lui qui... Là, vous tournez sur place, avançons. Vraiment, vous êtes formidable. Vous ne vous contrôlez même plus. Vous tournez maintenant sur place. Est-ce que vous avez dit aux téléspectateurs que vous étiez le dernier à arriver? Je ne savais pas que tu modères sur le débat. Vous arrivez en retard et puisque vous avez donné le temps que tout le monde doit modérer, modérez-vous. Puisque c'est vous qui avez donné le temps. Je vous ai tout ok, modérez-vous, allez-y, introduisez chacun. Je vous cède mon siège, monsieur Emile Messi. Je vous cède mon siège. Posez-moi les questions. Rosalie, je suis pas désormais. Pourquoi Rosalie, c'est comment? Je vous suis, allez-y. Introduisez le premier sujet et puis vous donnez la parole à qui vous voulez. Bon, je vous fais plaisir d'être modérateur ce soir puisque vous en avez tellement envie. Allez-y. Rosalie. Allez-y, je vous concède cela ce soir. On y va. Le premier sujet, Emile Messi. Allez-y, introduisez et puis donnez-nous la parole. On va discuter. Comme ça, vous allez recadrer chacun au moment venu, donner la parole à qui vous voulez. Comme ça, on va se comprendre et on mettrait le temps de chacun. Parce que c'est mon job. Puisque vous voulez faire le mien, je vous le cède. On y va. Introduisez, allez-y. On vous suit. C'est votre temps que vous perdez en plus. Non, je vous donne la parole. C'est vous le propriétaire du grand soir ce soir. Allez-y. Avancez dans votre émission, Rosalie. C'est mon émission. Pourquoi c'est mon émission? C'est votre émission, monsieur Emile. Qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Je vous donne la parole. Prenez. Allez-y. Vous voulez donc prendre ma place? Allez-y. Vous voulez donc prendre ma place? Ok. Maintenant, vous ne voulez plus ma place de modérateur. Oui, comme ça, je vais m'assurer. Vous devez d'abord venir prendre ma place. On va y aller. Je dis juste qu'il faut qu'on se respecte. On est encore au début de l'émission. Je ne voudrais pas être aussi malpoli que vous avez démarré. Mais vraiment, essayons de s'écouter. Essayons de se respecter. Là, vous ne me respectez pas. Non, avec ces mots-là, vous continuez. Personne sur ce plateau à peine arrivé. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit que vous n'avez respecté personne sur ce plateau à peine entré. Et je suis obligé de vous le dire. Sinon, ce n'est pas poli pour les autres invités. Vous ne dites pas aux gens qui sont invités, je vous recadre. Vous ne le faites pas. C'est juste ce que je voulais que vous entendiez, point. Maintenant, on peut avancer. Je disais tantôt à l'entame de cette émission qu'on va parler de Marafa Hamidou Yahya, qui a fait une dernière sortie sur les antennes de nos confrères de Jeune Afrique, où il annonçait son état pas très en parlant de santé, n'était pas très clément. Et il a déjà perdu un œil et apparemment il risque de perdre le deuxième œil si l'État du Cameroun ne se décide pas à lui accorder l'évacuation sanitaire. Et également, il pose le problème de la décrépitude du climat social au Cameroun. Pour lui, toute cette criminalité qu'on observe ces derniers temps, cette barbarie où on voit des enfants tuer les parents, des parents enceinter les enfants et après se coucher avec les petites filles et tout le reste.
D'après lui, on doit cet environnement médiocre au président de la République et à son équipe de gestion, puisqu'il a dit à l'équipe à Paul Biya. Alors on pose le problème sur la table ce soir. Est-ce que on doit être d'accord, comme j'ai l'habitude sur ce plateau, dernier saluer, premier à prendre la parole. Donc je vais me retourner vers Monsieur Messi. Je commence par la santé de Marafa Hamidou Yahya. Sa demande d'évacuation sanitaire pour vous, elle peut être recevable ou bien les conditions de son incarcération plombent un tout petit peu l'idée? Qui suis-je pour dire que sa demande d'évacuation sanitaire peut être recevable ou pas? Je pense que si j'ai parcouru cet entretien avec Jeune Afrique économique, Marafat pose beaucoup plus de problèmes personnels que les problèmes du Cameroun. Il parle de sa santé qui se dégrade, notamment on l'a vu. Il a dit qu'il a fait des demandes qui n'ont pas trouvé de suite. Bon, mais non, qu'est-ce que je peux dire? Tout le reste, c'est ce que le chef d'État lui m'a appelé des commentaires. Est-ce que nous sommes là pour commenter des commentaires? Moi, je n'en ai pas la capacité. Ce que Marafat dit n'engage que lui. Bon, il a parlé un peu de problèmes politiques. À ma connaissance, Marafat a travaillé dans le régime. Il a eu des responsabilités très élevées. Au niveau du parti qui est le nôtre, vous vous rappelez bien que c'est un très grand cadre du parti, membre du comité central, membre titulaire du bureau politique, jusqu'à l'heure où nous parlons. Est-ce qu'il a eu l'intention? Il n'a jamais été exclu du parti? Non, 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 non. À ma connaissance, il n'a jamais donné l'intention officielle de diriger ce pays. Bon, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça tient de quoi? C'est fondé sur quoi? Donc, c'est vrai, je peux comprendre sur le plan personnel que la prison, c'est pas aussi facile. C'est pas facile. Passer 10 ans, je pense que c'est depuis 2012 qu'il est là-bas. Plus de 10 ans dans une prison, c'est pas aussi facile. Donc, est-ce que tout ce que je dis aujourd'hui, bon, pour ne pas aller très loin, ça n'engage que lui. Bon, maintenant, bien avant lui, il a dit quelque chose. Certains ont bénéficié de ces sorciers-là. Pourquoi pas lui? Qu'est-ce qui coince? On peut aussi se poser des questions. Pourquoi elle ne bénéficie pas de la facilité? Surtout que presque tous ceux qui ont été accusés au même moment que lui ont retrouvé la liberté également. On peut aussi pas la liberté, peut-être qu'ils ont reçu cette faveur d'aller se soigner. Ils n'ont pas retrouvé la liberté. Donc, ils posaient la question. Et on précise qu'ils ne sont jamais revenus. Est-ce que nous sommes donc bien placés? Est-ce que nous sommes donc bien placés pour dire que on doit aussi lui accorder cette évacuation? Est-ce qu'on a libéré les autres? Il me semble que non. Est-ce qu'ils sont sous traitement? Est-ce qu'ils font déjà autre chose? Vous êtes des journalistes, c'est à vous de nous dire exactement les positions réelles des uns et des autres. Pour l'instant, je crois que Marafat gagnerait à garder aussi le silence, parce qu'il me semble que ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de sortie. Et vous vous rappelez les premières lettres de Marafat, deuxième lettre, quatrième lettre. S'il fallait classer aujourd'hui, peut-être nous sommes à la 8e, mais je ne sais pas tout et tout et tout. Bon, tout ça fait quoi? Bon, c'est vrai, même les prisonniers bénéficient de la liberté au Cameroun. Donc pour moi, tout ce qu'il a dit là n'engage que lui. D'accord. Marafa Hamidou Yahya, on va le dire, hein, je comprends un point du régime, parce que un haut cadre de l'administration camerounaise pendant longtemps, et depuis quelque temps, il fait des sorties qui retiennent quand même l'attention, parce que vu les postes qu'il a occupés, on serait tenté d'accorder du crédit à ses sorties, aux informations qu'il rend solennelles pour les Camerounais et même pour le monde entier. Et dans cette dernière sortie, lui-même, il rappelle qu'à son âge et dans la situation où il est, même si on va resserrer les taux de ses conditions d'incarcération, il préfère s'exprimer, il préfère dire à haute voix et accuser qui de droit face à la situation un tout petit peu difficile que vit le Cameroun. D'ailleurs, il revient sur toutes ces barbaries, il dit que ce n'est pas Paul Biya et son équipe, on ne pouvait pas être là. On suppose qu'ayant été à l'intérieur de la machine, il sait de quoi il parle. Et pour son état de santé, bon, peut-être le fait que les autres aient pris la poudre d'escampette, ça peut justifier qu'on n'ait pas très envie d'en libérer un autre pour aller se soigner aussi. Il faut dire que j'ai aimé, n'est-ce pas, le discours de mon frère Messi, mais là où il a chuté, là, ça me paraît, n'est-ce pas, un peu... Ah, t'es pas d'accord avec ça? Non, là où il gagnerait, Marafat gagnerait à garder le silence. Non, garder le silence. On peut comprendre demain qu'il est mort. Attention. On peut comprendre demain qu'il est mort. Donc, lorsqu'il s'exprime comme il le fait, c'est de son droit, c'est normal. On ne peut pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. Oui, donc je vais dire que, n'est-ce pas, comme Marafat s'exprime, ce n'est que logique. Et puis, tel qu'il parle là, il faut même comprendre, il faut aller au-delà pour comprendre qu'il n'y a pas que la situation de Marafat, il y a aussi pour beaucoup
d'autres prisonniers politiques qui sont malades là-bas, à l'exemple de M. Alain Foguet, et beaucoup d'autres, si on veut citer, ça ne va pas finir. Alors, qui mériterait aussi des évacuations. Bien sûr. Mais finalement, il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. Tout le monde veut être Il y a autre chose, Rosalie. Marafat est allé en prison en 2012. C'est ce que M. Messi a dit. De 2012 à 2024, ça fait environ 12 ans. Mais il a commis quel crime pour rester en prison aussi longtemps? Bon, c'est pas son procès qui nous intéresse ce soir aussi. On va pas refaire son procès puisque pour l'instant c'est censé être en cours. On va se limiter à... La maladie dont il souffre est liée, n'est-ce pas, à cette incarcération interminable. Ses problèmes de yeux viennent du fait qu'il est enfermé, qu'il est emprisonné. Et que les conditions d'incarcération sont difficiles? Sont difficiles. Je vous le dis. Donc, vraiment, j'en appelle à la clémence du patriarche Biya, non seulement pour permettre que M. Amidou se soigne, qu'il soit même libéré. Je voudrais rappeler ici qu'il y a le président du Mali qui a libéré des prisonniers, tout dernièrement. Il a libéré 298 détenus dans son pays, au Mali. C'était au Mali? Oui, mais je crois que quand un chef d'État fait cela, non seulement il gagne auprès de ses compatriotes en termes de crédibilité, mais même sur le plan international, il est vu, n'est-ce pas, sur un angle très positif. Je prie notre patriarche Biya de faire comme lui, encore qu'il a de fêter son 30e anniversaire de son mariage avec Madame Chantou. Même si je ne vois pas le lien. Oui. Donc, vraiment... Donc, il est dans un moment heureux, quoi. Oui, il devrait donc célébrer, n'est-ce pas, cet anniversaire avec tous les Camerounais et surtout ceux qui sont en prison. Dans un pays, n'est-ce pas, où tout va, n'est-ce pas, à volo, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan éducatif, rien ne marche. Le Cameroun a besoin, n'est-ce pas, de tous ses fils. De tous ces fils, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même ceux qui sont en prison. On a besoin de tout le monde pour construire. Mais lorsqu'on garde les compatriotes en prison, certes, ils peuvent y être parce qu'ils ont peut-être volé l'argent, parce qu'ils ont voulu faire un coup d'État, parce que, mais 12 ans. Et certains sont là depuis 20 ans. Mais qu'est-ce qu'on cherche finalement? D'accord. On va revenir pour l'autre pan de sa sortie. Là, on est encore sur son état de santé. Professeur Messanga Obama, on est clément envers lui. On rappelle quand même qu'il a été ministre de la T. Hein. Oui, le secrétaire général le secrétaire général à la présidence. Ça veut dire que il sait quand même à quoi ressemblent nos prisons depuis le temps. Hein. Il n'est pas... Je ne l'avais pas chuté sans mentionner, n'est-ce pas, notre frère qui est décédé dans les mêmes conditions. Je vais parler de M. Ménozé, qui est mort. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait... Il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive là, avec un patriarche comme M. Biya encore pour voir. Il ne faut pas que ça arrive. C'est criminel, Rosalie. D'accord. C'est criminel. D'accord. Professeur Messanga Obama, vous partagez la vision de M. Tchoudiem ou vous avez une autre approche de cette situation sanitaire de Marafat Amidou Yaya? Je dirais que M. Marafat a été en fait mis en prison pour un certain nombre de chefs d'accusation dont je ne peux pas attester de la culpabilité ou pas ou non. Donc je n'ai pas cette compétence, mais je sais que il y a une institution carcérale au Cameroun qui existe avant M. Marafat Amidou Yaya, qui continuera après M. Marafat Amidou Yaya. Pendant qu'il était Minat, c'est lui qui était en charge de cette institution à cette époque. Je crois que ça relevait de sa compétence. Avant qu'on ne la refait, on ne la déverse à la justice maintenant. Mais ça relevait de l'administration pénitentiaire. Et pendant ce temps, il y avait des gens en prison. Pendant ce temps, il y avait des gens qui étaient malades en prison. Pendant ce temps, les conditions de carcération n'avaient pas beaucoup changé. Je ne sais pas si elles se sont détériorées entre-temps ou elles se sont améliorées. Mais dans tous les cas, les prisonniers ont toujours été dans cette prison. Bien. La deuxième chose, M. Marafat est un citoyen camerounais. Il est malade. Il y a des formations sanitaires au Cameroun. On devrait pouvoir soigner M. Marafat au Cameroun. Donc, je comprends que... Apparemment, d'après ce qu'il dit, hein, ce n'est que hors de nos frontières qu'on peut sauver que son les bistouris sont opérationnels. Apparemment, il y a des bons bistouris de ce côté. Bien, alors, ça pose un autre problème. Moi, je connais personnellement des cas de gens qui ont été malades du fait de leur travail. Je connais des accidents de travail, accidents professionnels, qui ont eu droit à une évacuation sanitaire. Il n'y a jamais eu assez d'argent pour les évacuer. Alors qu'ils ont été dans cette situation en faisant le travail
pour lequel ils ont été commis par l'État. Et aujourd'hui, que les prisonniers, eux, surtout accusés de malversation, de distraction du patrimoine national, bénéficient des évacuations sanitaires, pose un autre type de problème. Il en est de Marafa, pas comme des autres, hein. Ce n'est pas un cas spécifique de Marafa. Qu'il soit plus facile à un prisonnier d'être évacué qu'à un serviteur en service pose un problème moral au Cameroun. Et ça fait mal. Et lorsqu'on en parle, je ne connais pas M. Marafa de manière personnelle, ni d'Adam ni d'Ève. C'est un citoyen camerounais. Mais c'est le fonctionnement de nos institutions qui nous interpelle à ce moment-là. Ça émeut, ça fait mal de savoir qu'un compatriote souffre. C'est vrai. Mais il est dans des conditions où des gens ont souvent souffert avant, pendant qu'il avait la possibilité, lui aussi, d'agir. Bien, donc, à ce moment, moi je dis, c'est sans état en particulier. C'est-à-dire que s'il faut revoir les choses, il faut les revoir de manière systémique pour que tout citoyen soit égal devant la loi. Parce que ce qui semble être le cas maintenant, c'est qu'il y a des prisonniers, il y a des citoyens qui sont mal en prison et des citoyens qui devraient être en prison. Lorsqu'un citoyen est accusé, par exemple, de malversation financière par rapport au patrimoine national, il est différent en quoi de celui qui est à voler dans une boutique. Bon, alors, tous sont coupables devant la loi. Et s'ils sont coupables devant la loi, on les met là où la loi a prévu qu'on mettrait les gens qui sont coupables de ce genre de prison. Ok. Il s'y trouve pour le moment, et je crois j'ai lu quelque part des écrits où on parle de 25 ans. Alors, s'il a 12 ans, il lui en reste 13. Un peu de patience. Peut-être que 13 ans après, il pourrait en sortir s'il ne bénéficie pas de la grâce présidentielle que je souhaiterais peut-être qu'il lui soit accordé. Bien parlé. Oui, que je souhaiterais qu'il lui soit accordé. Mais sur le fonctionnement des institutions, il est pour le moment incarcéré. Il doit y rester. Il doit y rester jusqu'à ce que la peine soit apurée ou qu'une grâce lui soit accordée. Mais pour les soins, il a droit aux soins. Il a droit aux soins. Et je crois quand même que des formations qui peuvent soigner... moi, j'ai eu un œil là, on m'a traité à Douala. Il y a des très bons ophtalmologues. À l'hôpital général de Yaoundé, oui. Même à Obac là. Bon, oui. Donc, il y a de très bons ophtalmologues au Cameroun qui peuvent soigner des Camerounais avec succès au Cameroun. Donc, et je pense que ça devrait aussi être une interpellation à beaucoup plus de modestie pour tous ceux qui sont encore dans des positions de pouvoir actuellement. Qu'ils sachent que lorsqu'ils sont dans des conditions de pouvoir, lorsqu'ils peuvent prendre des décisions, qu'ils prennent des décisions qui vont dans l'intérêt général. Parce que lorsqu'on sert le général, on peut soi-même de manière particulière en profiter aussi à un moment donné. Donc, lorsqu'on détériore les conditions générales, on peut en pâtir personnellement aussi à un moment donné. Donc, ceci est aussi un message que j'adresse à tous ceux qui sont, je dis bien tous ceux qui sont dans des positions de pouvoir, qu'on sache qu'on travaille pour une nation, pas seulement pour les autres, mais pour soi-même aussi. C'est-à-dire, si le Cameroun avait excellé en matière de santé, des gens viendraient d'ailleurs, et je crois que c'était même ça l'esprit des hôpitaux généraux, qui aujourd'hui sont devenus des formations hospitalières ordinaires. Donc, le pays, nous devons le traiter en pensant que ce que nous posons aujourd'hui peut nous profiter demain. En sachant aussi que ce que nous abîmons aujourd'hui peut être contre nous demain. Vous étiez déjà en offre de dire un peu votre pensée, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir pitié de lui, hein? Il dit que cette opération n'est possible qu'à l'étranger. Il a adressé au président de la République plusieurs demandes d'autorisation d'évacuation sanitaire. Elles sont restées sans réponse. Il en va de même. Apparemment, il a également eu le soutien de quelques appels humanitaires qui ont été adressés par des personnalités nationales et étrangères de premier rang. L'expression est très, très, très importante, du premier rang. C'est rang. Voilà. Bon. Les rangs auxquels, d'ailleurs, il présente sa gratitude. Il dit que le silence du président Biya a fait dire à une ancienne ambassadrice des États-Unis au Cameroun, je suppose que Paul Biya attend que Marafa devienne aveugle.
que c'est franchement une punition pour son âge. Moi, Ça vous émeut pas? Non, au-delà de l'émotion, moi je suis pragmatique. J'observe que M. Marafa, puisque je suis quelqu'un qui est particulièrement attaché au respect des droits de l'homme, a le droit justement d'être soigné. Et j'observe aussi qu'il devrait en principe se soigner au Cameroun. Parce que voilà un haut commis de l'État qui a été secrétaire général de la présidente de la République de ce pays pendant des années. Il a été ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Quelqu'un a donné sa casquette politique, je ne reviendrai pas dessus tout à l'heure. Je trouve quand même assez curieux cette sortie. Parce que j'ai lu aussi une partie de son analyse qui accuse le régime Biya d'être responsable. Non, c'est clair que c'est la suite logique après son état de santé. On va parler justement de ces accusations. Je suis en train de dire que je voudrais bien que M. Marafa soit soigné. Il faut qu'il soit soigné, mais qu'on le soigne ici. Au Cameroun. Parce que ce banditisme qui consiste à chaque fois à libérer des gens sous le fallacieux prétexte qu'ils s'en vont se soigner. Monsieur Enouni, il me semble qu'il n'est pas revenu. Mais on nous avait metté ici en disant qu'il était mourant, qu'on allait le soigner en Allemagne, mais curieusement, le jour qu'on l'a évacué, 48 heures après, moi j'avais un retour du côté de l'Occident que monsieur Enouni se trouvait dans un appartement près des Champs-Élysées en France. Donc, est-ce que c'était l'Allemagne là-bas? On s'est posé des questions. On a vu également un ancien ministre des Finances ici, on nous a amené. Lazare et Simi Meunier, vraiment, il est mourant, il va mourir demain, il mourra après-demain si on ne le fait pas partir. En bonne forme quand ils sont fonctionnels. Alors, on nous a fait comprendre qu'il allait se soigner en France, et puis, quelques jours après, on nous l'a signalé quelque part aux États-Unis. Alors, moi j'ai dit, c'est un peu, ça devient curieux qu'à chaque fois, on veut se libérer, M. Biya veut libérer ses amis en prétextant ou en prenant pour prétexte l'évacuation sanitaire. C'est trop simple ça. Je voudrais aussi dire quand même que c'est terrible. C'est terrible parce que M. Marafa lui-même nous dise qu'il n'y a qu'à l'étranger où on peut sauver son œil est un problème. Vous ne pouvez pas avoir été le vice-dieu, comme on dit au Cameroun. Le vice-dieu, c'est-à-dire le secrétaire général de la présidence, tout le monde connaît l'étendue de son pouvoir. Et tout le monde connaît ce qu'il peut et qu'il est capable de faire en termes de conseil auprès du président de la République, en termes d'initiative même, pour améliorer justement le plateau technique de nos hôpitaux. Qu'il n'ait pas pris soin de les améliorer pour que 60 ans après les indépendances aujourd'hui, tous ceux qui nous gouvernent, chaque fois que celui-là a un peu de palud, lorsqu'il a un peu mal à l'œil, que ce soit à l'étranger qu'on aille les soigner. Mais qui devrait donc se soigner dans les hôpitaux, qu'ils nous rabâchent les oreilles de conçure à longueur d'année? Ils disent qu'on a des très bons hôpitaux au Cameroun. Mais qui devrait donc se soigner au Cameroun à la fin? Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit dans la stratégie qui est la mienne si je suis président de la République, d'abord l'affaire des évacuations sanitaires là, si je suis président, je suspends d'abord ça même pour 5 ans, pour tout le monde, y compris moi-même, nous soyons ici. S'il faut mourir, nous mourrons ici. Et ça permettra justement peut-être à ce gouvernement de mettre à jour les plateaux techniques. Parce que si on avait des plateaux techniques capables de recevoir même le chef de l'État du Cameroun, je crois qu'on ne serait pas en train d'évacuer des gens pour le simple paludisme. On aurait des plateaux techniques adéquats pour soigner et les présidents, et les ministres, et les directeurs, les généraux, et les citoyens, tout le monde, dans les mêmes conditions. Quelle est cette société à deux vitesses qu'on veut construire, où il y a des privilégiés qui, eux, doivent aller se soigner là où c'est le paradis? Et puis, vous avez le petit peuple qui, lui, doit mourir dans nos mouroirs, qu'on appelle les hôpitaux. C'est un souci, c'est un problème. Et là, nous ne sommes pas en situation d'équité. Le principe de justice et de justice sociale, d'équité, doit guider l'action républicaine dans un état sérieux, dans un état de droit. Et il ne faut pas qu'on construise une société où certains sont privilégiés. Bon, on nous a... D'ailleurs, les griefs pour lesquels les uns et les autres, n'est-ce pas, sont accusés,
Mais je suis d'accord avec le professeur. De quel droit est-ce que quelqu'un qui est accusé d'avoir pioché des milliards dans les caisses de l'État serait traité différemment que celui qu'on accuse d'avoir piqué, je ne sais pas quoi, un téléphone portable à Mokolo ou je ne sais pas où? Non, il faut qu'on construise une société. Et puis encore, ça me revient. Je me rappelle qu'en 2008, lorsque M. Marafa a été minacé, c'est à cette occasion que j'ai été arrêté dans cette ville de Yaoundé et que j'ai été emprisonné en 2008 pour incitation à la révolte, pour appel à l'insurrection et tout et tout. Et je me rappelle que ce jour-là même, qu'on m'a interpellé à 19h, j'étais dans un commissariat encore, on ne m'avait pas encore envoyé à la DRPJ. J'étais en attente d'un cortège qui devait venir me prendre. Et on est venu me prendre avec des lance-roquettes comme un putschiste. Et M. Marafa était ce jour-là, et je me rappelle bien, après le journal du 20h30, il était l'invité de la CIAC TV. Il faisait des interventions où il disait que des gens ont voulu mettre le pouvoir en difficulté, que certains sont interpellés et que certains sont même en exploitation alors qu'il parlait. Effectivement, je me rends compte qu'il se faisait allusion à nous autres, à cette époque. Et nous sommes allés en prison. J'ai passé 3 de mes précieux mois là-bas avant que la justice ne m'élargisse. Mais dites-vous bien une chose, quand je suis sorti, j'avais bel et bien dit que les conditions carcérales dans nos prisons étaient inhumaines et qu'on ne devrait pas justement garder des enfants nés d'un homme et d'une femme dans ces conditions de déshumanisation. Il me semble que j'ai entendu certains pontes du régime me retorquer, et même sur les plateaux de radio et de télévision, ben écoutez, monsieur Olinga, monsieur le président Olinga, la prison, ce ne devrait pas être une affaire d'hôtel à 5 étoiles. Mais quand vous dites cela, rassurez-vous que demain, vous n'y serez pas. Et comme nous sommes tous humains, et que la prison est faite pour tout le monde, il y a des innocents en prison, Madame Guesselé. Moi, j'ai vu des gens qui n'ont rien fait, qui sont là-bas. J'ai vu des gens qui sont là-bas à tort. Donc c'est une occasion, comme il a dit, il faut humaniser les conditions carcérales. Il faut les humaniser. Il faut les humaniser. Et je suis de ceux qui pensent effectivement, même moi, même si je suis président de la République, je ne pourrais plus accepter, connaissant ces réalités, puisque j'ai été là-bas, je n'accepterai pas que dans le pays que je gouverne, que des fils d'hommes et de femmes vivent dans des conditions aussi déshumanisantes, quel que soit ce qu'ils ont commis. Bon, en même temps aussi, si c'est trop parfumé, trop... Non, on ne dit pas que ce soit parfumé. Mais Madame Guesselé, on ne dit pas que ce soit parfumé. Lui, il a même encore la chance d'être quelque part où on m'a donné une punition. C'est-à-dire que les instructions sont venues très haut, selon ce qu'on m'a dit là-bas, que je dois d'abord aller au Kosovo. Un leader politique qui part au Kosovo et qui se couche à même le sol pendant une semaine. Vous pouvez imaginer cela? Vous pouvez imaginer cela? Et à même le sol, vous êtes couché à même le sol et vous êtes entassés comme des sardines. C'est-à-dire que ceux qui sont sur des mandats, les petits lits superposés là, quand ils descendent de leur mandat la nuit, s'ils veulent aller faire, ils marchent sur vous comme le tapis. Vous croyez que c'est humain ça? On ne demande pas de mettre que ce soit parfumé, mais que des gens ne se couchent pas, même le sol au point où ils seraient transformés en tapis. Ce n'est pas sérieux. Donc, quand nous le disons, et je l'ai dit en son temps, je crois que quand je suis même sorti, il y a eu quelques améliorations, parce que même à ce moment-là, on nous mettait, je me rappelle moi-même, les chaînes. On nous enchaînait pour nous amener au parquet. On mettait les chaînes avec des gros cadenas ici. On m'enchaînait. Et on montait dans un vieux camion. Je me rappelle que à l'occasion d'une de ma présence au parquet, quand nous rentrions, il a plu ce jour-là. De la poste centrale jusqu'à la prison, il pleuvait énormément. Nous sommes arrivés en prison tout mouillés. Tout mouillé. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est normal que la voiture qui amène les gens au parquet soit ces vieux camions ouverts ou toutes les intempéries, n'est-ce pas, toutes les pluies. Et je crois que c'est à cette occasion, parce que j'avais tempêté quand je suis sorti, qu'on a acheté, je crois, 2 petits cars là qui transportent déjà les prisonniers dans les... vous avez l'impression aujourd'hui que Marafa ne peut pas se... Non, il ne peut...
Non, j'ai dit il faut être soigné, mais au Cameroun. Il faut qu'il soit soigné. Aujourd'hui, il goûte un peu le plan qu'il a servi aux autres Camerounais. Tout à fait, parce que ça doit être à la suite du professeur, et je suis parfaitement d'accord avec lui. Oui. Il faut que les gens comprennent que quand ils sont en position de pouvoir, demain, ils peuvent se trouver de l'autre côté. De la barrière. Et je crois que ceux de mes amis du Sénégal sont en train de goûter aujourd'hui ce qu'ils ont fait. Parce que les autres, aujourd'hui, sont sortis de prison, ils sont au palais et ils vont les fouetter un peu. Je souhaite qu'ils ne les fouettent pas beaucoup, mais ils vont goûter un peu ce que goûtent les opposants quand on les matraque au quotidien. Il faut que ceux qui sont au pouvoir sachent que demain, ils vont se retrouver dans l'opposition. Et que ceux qui sont dans l'opposition seraient au pouvoir et de ce point de vue, se respecter mutuellement, accorder un minimum de considération aux uns et aux autres pour que l'action politique ou alors le combat politique ne soit pas un combat de titans où les gens combattent les autres à mort. C'est un combat d'idées, c'est un combat de programme simplement. D'accord. Juste pour dire Rosalie que vous dites ce que vous voulez, mais rien ne vaut la vie humaine. Même le bandit le plus criminel du monde a droit à la vie humaine. Ça, tout le monde l'a dit sur ce plateau, mais on dit qu'il peut se soigner au Cameroun. Oui. Il n'a pas besoin de permettre alors d'aller se soigner au Cameroun, là-bas en général. Mais quand on... c'est pas aujourd'hui... Si monsieur Marafat demande d'être évacué en Europe, bon, qu'on lui dise que non, vous n'allez pas donner, mais vous pouvez vous soigner à Vous êtes sûr que ça n'a pas été fait? Je ne pense pas, sinon de reçu. Et autre chose, c'est que lorsqu'on sait qu'il y a des compatriotes, des frères même qui sont morts. Oui, ça on le sait. Qui sont morts. Parce que moi je suis d'accord avec M. Olinga. Je parle de M. Bamouké. Si M. Bamouké n'était pas en prison de façon, dans cette condition exécrable, il serait encore vivant. Attends, vous parlez de Mendozé ou pardon, Mendozé. Vous avez l'ancien DG de la CIATV. Mendozé, autant pour moi. Et Bamouké même est malade. Oui, il est malade. En même temps, il faudrait qu'on se comprenne. Si tu vivais au quotidien dans la clim et que tu te retrouves en prison, tu ne peux pas avoir le même état de santé. L'urgence d'humaniser les conditions carcérales. Là, on est tous d'accord. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Rosalie, je voulais dire que moi, je ne ferai pas le procès d'un prisonnier. Oui, Amidou Marafa Yahya a bénéficié de la haute confiance du chef de l'État. Il a eu des positions de pouvoir. Il a fait ce qu'il a pu faire jusqu'au moment où il s'est retrouvé face à la loi. Et il est là aujourd'hui. Ce serait un peu trop cynique de ma part de penser qu'il paye peut-être le fruit, alors ses actes, ce qu'il a fait sur le loi. Non, ça peut vraiment arriver à tout le monde. On peut servir sa nation, à un moment donné, on se retrouve de l'autre côté. Raison de plus pour bien le faire. Raison de plus pour dire que nous ne devons pas donner l'impression que Marafat n'est pas pris en charge par nos hôpitaux. Non. Je connais même un très grand ophtalmologue de ce pays qui le suit personnellement, ancien doyen de la faculté de médecine. Or, il se trouve aujourd'hui que la problématique de l'évacuation qui est posée, vous savez, lorsque vous êtes libre, comme M. Linga, vous pouvez avoir vos moyens propres et décider d'aller vous faire soigner à l'extérieur. Personne ne va vous en empêcher. Pour ce cas précis, l'évacuation sanitaire doit être motivée par ce que j'appellerais un bulletin médical servi par un médecin agréé. Rien ne vous dit qu'il n'y a pas ça? Permettez, nous sommes dans l'analyse, nous n'affirmons rien. Mais nous comprenons des procédures par rapport à ceux qui en ont bénéficié. C'est dans le médecin, donc notamment l'ophtalmologue, je vous ai donné un indicateur. Vous pouvez vérifier. Qui dit que ce cas-ci, par rapport à notre plateau technique, doit être évacué. Maintenant, ça sera donc le fait de qui? De l'intéressé ou de l'État? Moi, je ne suis pas bien placé pour comprendre tous les contours du dossier. Mais pour dire que Marafat, pour l'instant, est suivi. Moi, j'ai vu lorsqu'il allait souvent à l'hôpital central. Beaucoup de gens peuvent le confirmer. Il n'est pas abandonné parce qu'on ne me donne pas l'impression qu'il est abandonné dans sa prison et que rien n'est fait. Je vous assure qu'il est suivi par... Il est suivi et il a perdu un œil. Le plus grand ophtalmologue du Cameroun. Et comme il a dit, je crois qu'il a été d'accord avec moi, mais en voulant me contredire,
Lorsque j'ai dit, Marafat a été un prisonnier un peu atypique. Rappelez-vous, il est lorsque il avait été gardé pendant 2 ou 3 jours en cellule, en prison, je crois qu'il a fait au moins 4 lettres, qui n'étaient pas à sa faveur. Et lorsque j'ai dit qu'il gagnerait à garder le silence dans ces conditions-là, et à faire des appels ou à donner ses arguments à la justice, vous comprenez donc que dans ces conditions-là, moi je ne suis pas bien placé, mais je peux faire une analyse politique. Un prisonnier qui excelle dans des lettres qui ne sont pas en sa faveur. Il dit sa vérité. C'est sa vérité à lui, justement. Mais cette vérité peut être contre ses intérêts dans ces conditions-là. C'est une analyse, c'est une vraie analyse, je peux aussi me tromper. Mais dans ces conditions-là, on prend le cas des autres. Pourquoi il annonce déjà qu'il sait que ces conditions seront encore difficiles. Et puis il a dit, c'est un musulman. Si le sort a bien voulu qu'il meure en prison, il l'acceptera. Parce que la mort n'a pas un niveau où ça doit arriver. Et les musulmans, ils croient que s'il meurt en prison aujourd'hui, c'est que c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'il meure en prison. Mais pourquoi on n'en arrive pas là? C'est pas Dieu qui l'a envoyé en prison. Je crois que Marafat Amiloudaya, pour l'instant, est bien suivi. Et s'il y a des requêtes à faire, il n'a pas besoin de Jeune Afrique pour venir dire que j'ai demandé ceci au chef de l'État, je ne l'ai pas obtenu, et qu'il y a ceci, cela, cela. Il devient un prisonnier atypique, et moi, je n'aimerais pas être à sa place dans ces conditions-là. Je vous ai dit, à ma connaissance, il n'a jamais déclaré quelque part qu'il est opposant et qu'il voudrait prendre le pouvoir. À ma connaissance, il est resté membre du RDPC. Il a gardé toutes ses partis. Nous avons vu avec d'autres prisonniers qu'une fois sortis, la première chose, ils ont d'abord pris leur carte du parti. Donc, je crois que n'ayons pas assez très loin. Et il a évoqué aussi quelque chose par rapport à certains malades qu'on a évacués, croyant que c'était sérieux. Et qu'une fois descendus de l'avion, ils ont récupéré leur forme et tout. Tout ça peut penser que ça peut également jouer contre ou pour les uns et les autres. D'accord. Vous vouliez également rajouter quelque chose. En même temps, si on a pu laisser les autres partis, pourquoi justement, moi je voulais dire ceci. Il y a plein de Camerounais en prison et qui vivent mal, qui souffrent, qui sont même malades. Qui sont malades. Il y en a plein. J'ai cité certains. Oui. Alors, vous ne pouvez même pas les citer tous. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a des gens qui sont allés en très bonne santé, qui ont attrapé des maladies de promiscuité, qui sont même morts et qui sont là. Mais on ne s'en émeut pas trop. C'est ça le problème. C'est cette logique de plusieurs poids, plusieurs mesures qui pose problème dans un État qui se voudrait un État de droit, pour lequel tous les citoyens sont réputés égaux. C'est ça le problème. Le deuxième problème, c'est que on ne peut pas concevoir que pour la fortune publique, quelqu'un qui est en service, qui rend service à la nation, a un accident de travail, il est qualifié pour être évacué. On ne l'évacue pas. Mais celui qu'on accuse d'avoir distrait la fortune publique, donc avoir porté préjudice à la nation, on l'évacue. On l'évacue facilement. Ça pose quand même un problème moral. L'injustice. Ça pose un problème moral. Bon, alors je dis, tous ceux qui ont été dans cette situation-là et qui sont partis ont laissé une très mauvaise image du processus d'évacuation sanitaire. Processus d'évacuation et même de traitement des citoyens d'où qu'ils soient. Et maintenant, à en aggraver le cas, mais je pense que si on peut arranger des choses, il vaut mieux arrêter que de continuer. Donc arrêter l'évacuation des gens qui sont détenus, c'est-à-dire à qui la nation reproche déjà des choses, alors qu'ils n'ont pas encore rendu tous les comptes. Je dis, ils peuvent se soigner au Cameroun. Bon, s'ils ont trop de moyens, parce que quand on a dit effectivement que quand on va l'évacuer, au frais de qui? Les autres sont partis au frais de qui? On ne sait pas. Est-ce que ce dont ils étaient accusés, c'est-à-dire distraction des fonds, ils ont pris cet argent-là, ils sont partis avec, c'est-à-dire une manière de valider officiellement que oui, ce qu'ils ont pris là leur appartient d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas si on a réussi aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont pas été graciés.
à notre connaissance. Bon, donc, de toutes les manières, des prisonniers sont partis en évacuation sanitaire, pendant que des gens qui rendaient service à l'État et qui ont souffert ne réussissent pas à obtenir l'évacuation sanitaire. Vous parlez de justice, on va faire rapidement le pont pour entrer dans le deuxième pan de la communication de Marafa Hamidou Yahya. Justement, il remet en question aujourd'hui cette justice, parce que pour lui, si on en est aujourd'hui à avoir autant de criminalité, de barbarie, de violence au Cameroun, c'est justement parce qu'il y a une sorte de relation incestueuse entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire qui, d'après lui, n'aide en rien la liberté de la justice au Cameroun. Du coup, on a beaucoup de laisser aller et on peut comprendre que l'environnement soit devenu ce que c'est devenu. Que ça vienne de lui est très intéressant. Mais justement, que ça vienne de lui est très intéressant compte tenu effectivement des positions qu'il a occupées dans le gouvernement. Oui. Et très intéressant. Ça veut dire qu'il connaît le système de l'intérieur. Bon, alors, quand il le dit, il rejoint tous ceux qu'il a combattus hier et qui disaient la même chose au moment où lui était de l'autre côté et pensait que les choses marchaient bien. Donc, et c'est pour cela que j'ai dit au début de mon propos que lorsqu'on agit, lorsqu'on est à la tête des institutions, qu'on agisse dans l'intérêt général, parce qu'on ne sait pas de quel côté on est. Demain, on peut se retrouver face à des malversations que l'on a soi-même organisées. Comme demain, on pourrait profiter aussi d'une situation qu'on aura améliorée pour l'intérêt, entre parenthèses, des autres. Mais lorsqu'on se retrouve de côté des autres, on peut en bénéficier. Donc, quand il le dit, et moi je ne lui ferai pas le reproche de parler. Je crois que lorsqu'on a la possibilité de parler, il faut parler. Il faut le faire. Ce n'est même pas parce qu'il parle qu'il est là. Ça ne veut pas aussi dire que s'il se taisait, il serait sorti. Dans tous les cas, il est dans une situation où il est ambigu. Il y en a qui ont été accusés et ils sont morts sans avoir parlé. Ils sont allés avec toutes les accusations et aujourd'hui l'histoire retiendra qu'ils sont fautifs de ce dont ils ont été accusés, même si ce n'est pas vrai. À partir du moment où ils n'ont pas pu donner eux-mêmes leur version, bah, ils sont morts avec leur culpabilité et on les gardera autant mieux dire sa version. Oui. Donc, pour le moment, s'il parle, il connaît quel genre de machine le tient. Il sait. Donc, qu'il se taise ou qu'il parle, il est là où il est. Et je ne crois pas que s'il pouvait sortir, il ne sortirait pas parce qu'il aura gardé le silence. Donc, au moment où on a la possibilité de parler, il faut parler. Président, à votre avis, les accusations de Marafa aujourd'hui, depuis, il est à bout, il essaye de dire qu'il détient certaines informations, il peut aller plus loin, il joue une carte ou finalement on est dans la suite logique de ce qu'il avait démarré, ça fait quelque temps déjà. Ben, moi je suis de ceux qui pensent qu'il devrait parler et c'est même très intéressant qu'il parle. Il faut qu'il parle sur Marafa. Parce que, et c'est ce que je disais tantôt, parce que c'est trop facile. Pour moi, sans vouloir vraiment l'acculer, hein, c'est sans rancune. Ouais. C'est que de toute façon, il a causé à moi-même, à mon parti, le FDR, beaucoup de préjudice, mais nous, c'est sans rancune. Les vrais, moi je suis comme Mandela, les vrais hommes d'État ne gardent pas rancune. Maintenant, mais ce qui est curieux quand même, c'est que, je le disais tantôt, quand vous tenez la manche de la machette, il faut toujours éviter, n'est-ce pas, d'utiliser cette machette pour couper. Vous comprenez? Parce que demain, quelqu'un d'autre pourra tenir la même manche et coupera de la même façon. Et ça risque de vous blesser. Et je me limite à blesser simplement. Alors, moi, je suis quand même curieux d'entendre le ministre d'État Marafa dire que toute la criminalité que nous avons aujourd'hui, c'est les effets du régime actuel, de M. Paul Biya et de son entourage. Mais M. Marafa est comptable, il est comptable du bilan catastrophique de ce système. C'est-à-dire que je vous assure que quand nous allons refonder ce pays, chacun dira sa part de responsabilité dans ce qu'est devenu le Cameroun. Avant que tous d'ailleurs ne soient... Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut pardonner les gens. Mais il faut pardonner après que la justice soit passée. Et je dis donc que si nous avons le pouvoir aujourd'hui, il faudra bien que des gens demain
sache qu'ils vont d'abord rendre compte. Mais justement, il est conscient qu'il était dans la machine. Et c'est pourquoi il dit, lui-même il le dit de ses propres mots, il faut peut-être aujourd'hui, ce qu'il voit du Cameroun ne plaît pas. Ça dérange. Oui, mais nous le disions en son temps, comme je l'ai dit. Et on nous a accusés d'avoir incité le peuple à la révolte. On nous a accusés d'avoir manipulé le peuple en 2008. Alors on a c'est ce que nous disions en ce temps-là qu'il faut même pas. Et d'ailleurs, je pourrais aller plus loin. Parce que en 2008, j'ai été mis en prison également. Parce que nous et mon parti étions contre la révision de la Constitution qui consacrait, qui permettait justement de briser les limitations de mandat. Je l'ai dit dans les médias, on m'a accusé, d'ailleurs le procureur m'a fait, avant de signer le mandat de dépôt, me l'a reproché, que vous étiez dans les médias en train d'appeler le peuple à se soulever, et il s'est soulevé, signé ici, et j'ai signé, on m'a déposé, on m'a emmené à Kondingi. Donc c'est pour dire quoi? Et il me souvient que cette révision de la Constitution de 2008, qui a permis à M. Paul Biya de se représenter en 2011, en 2018, et probablement en 2025, peut-être même en 2032, en 2100. Évidemment, c'est M. Marafa Hamidou Yahya qui l'a défendu à l'Assemblée nationale. C'est lui qui défendait ce projet de révision constitutionnelle qui consacrait la présidence à vie pour M. Biya. Vous comprenez donc que aujourd'hui, vous savez, rien n'est au hasard. Comme on dit, nous sommes tous des humains, nous sommes les créatures de Dieu. Parfois, il y a le karma. Il y a le karma. Vous pouvez faire quelque chose parce qu'à ce moment-là, probablement, il estimait que lui, il était à l'aise et puis que M. Biya restait là 1 milliard d'années, ça ne lui posait aucun problème. Mais il n'avait jamais imaginé que même la présence de M. Biya à la tête de l'État lui poserait aussi un préjudice. C'est ce que je dis. Il est l'un des premiers responsables de la situation dans laquelle nous vivons. Parce que c'est lui qui a fait modifier cette constitution, comme moi et mes partisans étions en train de dire que c'est inacceptable. Et maintenant, je voudrais chuter en disant que, quand nous l'avons dit, nous disons que c'est très facile de venir dire que la criminalité, tout ça là, nous le disons nous autres même depuis très longtemps. Et on nous faisait le reproche en disant que vraiment nous exagérons, nous sommes même hyper. Qu'est-ce que ça gêne que lui le dise également aujourd'hui? Non, ça gêne parce que c'est du banditisme à ce moment. Vous ne pouvez pas être l'acteur d'une situation, vous ne pouvez pas être en même temps pompier et pyromane. Vous ne pouvez pas être vous-même ceux qui ont allumé le feu et dire que c'est vous qui venez encore éteindre le feu. Comme un pompier. Mais bien entendu. D'accord, monsieur Émile Messi. Oui, justement, quand j'ai demandé tout à l'heure à Marafat qu'il gagnerait mieux à se taire, c'était justement cette situation-là. Lorsqu'on a occupé des postes aussi importants, des positions aussi stratégiques dans la République, un ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, occupe des services de renseignement que vous ne pouvez pas imaginer. Un ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de l'administration pénitentiaire, vous ne pouvez pas en imaginer. Que c'est lui donc qu'il vient de dire aujourd'hui que la criminalité et la barbarie au Cameroun sont l'œuvre de Paul Biya. Moi je dirais que comme vous avez dit qu'il continue à parler, qu'il commence par dire, s'il est honnête envers lui-même, ce que lui a fait lorsqu'il occupait ou alors lorsqu'il était au cœur du régime. C'est là où ça va dans la crédibilité. C'est ça que moi je dis, lui ayant donc assumé son responsabilité là, ce n'est pas la prison qui devrait prendre le dessus sur l'honneur d'un individu. S'il est donc sérieux et honnête, il va pas l'honneur. Qu'il nous dise donc, parce que le tout n'est pas de dire que c'est le régime Biya ou bien c'est Biya qui est l'auteur de ceci. Qu'il nous dise donc ce que lui-même a fait lorsqu'il était au cœur du système. Là, moi j'aurais donc du crédit par rapport à cela. Le tout n'est pas de dire que c'est Biya, c'est tel, c'est autre. Qu'est-ce qu'il lui l'a fait? À mon avis, il gagnerait vraiment à se taire. C'est pour ça que moi j'ai dit, et je reste cohérent là-dessus, le tout n'est pas de dire que c'est tel qui est responsable, qu'il commence par dévoiler ses propres responsabilités par rapport à cette criminalité et cette barbarie.
D'accord. Marafa Hamidou Yaya, si tu nous écoutes, ne reste pas au superficiel, hein, parce qu'il faut nous dire les choses en profondeur. Toi, tu as fait quoi? Paul Biya a fait quoi exactement? Ces gars ont fait quoi? Comme ça, nous, on va voir clair dans cette affaire. Si tu nous dis superficiellement, tu vois, ça crée beaucoup de discussions ici. Et les uns et les autres se posent des questions. Il faut qu'on sache qui tenait la tête, qui avait la queue, qui a fait quoi à qui, pour qu'on en arrive à avoir cet environnement pourri qui nous sert de comme nous savons que nous dirons rien en face, Rosalie. Je suis en face. Bon, pourquoi il dit petit? Marafa dit gros. Je suis en face d'un compatriote qui est mourant. Et c'est visible, c'est palpable. Je suis en face d'un compatriote qui est mourant. On va dire que Marafat voulait faire le coup d'État, il a volé des milliards, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que je ne suis pas en politique que je suis le plus sain du monde. Encore moins personne sur ce plateau. Comme pour dire que ce n'est pas parce qu'on a commis le crime le plus élevé du monde qu'on va mourir. Madame Mendoza qui est mort. Non, on n'est plus là-bas. Le problème, c'est que vous choisissez certains. Ouais. Faites un combat pour tous ceux qui sont... Je choisis ceux que je connais, ils sont nombreux, Le problème, tout choix est problématique. Vous voyez, tout choix est problématique. Est-ce que vous savez que l'année dernière, même l'année passée, il y a certains militants du MS qui sont morts en prison là? Ils sont morts en prison. Ils sont nombreux. Le problème, c'est de vous fixer sur un cas. Fixez-vous sur tous ceux qui sont dans cette condition. C'est ce que j'ai dit. Parlons du cas. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire qu'il faut humaniser les conditions. On a dit. Maintenant, je veux comprendre. Marafa nous dit que si on a la criminalité, on tue les gens partout, il y a la barbarie, les sectes et tout le reste. C'est l'équipe à Paul Biya lui-même qui nous a rendu le pays comme ça. C'est ce qu'il veut maintenant qu'on analyse là. Il a déjà fini avec son état de santé. On a dit qu'il y a les médecins qui le suivent ici. Lui, il dit qu'il n'y a qu'en Europe qu'on peut finir avec son deuxième œil. Maintenant, ce n'est pas à nous de décider s'il ira pour son deuxième œil. Nous, on dit qu'on a besoin de plateaux techniques de qualité au Cameroun. On nous dit tous les jours qu'on a des hôpitaux de qualité maintenant. Donc, opérez l'œil de Marafa Hamidou Yaya au Cameroun. Rendez-lui la vue. C'est ce que j'allais dire. Si le président est parti au bac. Voilà. Lui aussi, il peut partir au bac. Je disais la même chose. Est-ce que l'État lui a donc permis d'aller se faire soigner, ne serait-ce qu'au bac, ou bien au général, ou au central? On t'a dit qu'il est suivi par un OFTA. C'est quoi le refus? Vous avez la preuve? Tu as la preuve du contraire. Vous avez la preuve? Moi, je vais dire ici. Et même s'il est suivi, voilà un qui est Monsieur, attention. Attention. Monsieur Toudjem. Oui. Monsieur Toudjem. Oui. Moi, il a déjà traversé son état de santé. Tu veux me garder là-bas? S'il faut même revenir. On a déjà nous fini. Chacun a donné son avis sur son état de santé. S'il faut revenir. Donc, même si tu répètes ça toute la soirée. S'il faut revenir sur le passage de Hamidou Yaya dans l'état du Cameroun, comme SGPR ou bien comme ministre de l'AT. Aujourd'hui, il accuse la justice de ne pas être libre. Oui. Aujourd'hui, il accuse les pontes du régime de détruire le Cameroun. Oui. Et il dit que l'avenir du Cameroun fait peur. Oui. Bon, je crois que... Pour un qui a été quand même, comme il a dit, un vice-dieu du pays et tout, est-ce qu'on peut accorder du crédit à ce qu'il dit? Tout le monde dit oui. Bon, pourquoi maintenant? D'ailleurs, même c'est la question qui lui a été posée. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? À mon avis, essentiellement parce qu'il est malade. C'est-à-dire qu'il a peur de mourir. Ça, c'est ce que je pense. Oui. C'est ce que je pense. Il le dit aujourd'hui parce qu'il voit que d'ici demain, après-demain, il ne serait plus en vie. Oui. Et comme ses amis ne veulent pas le sortir de là, vous voyez, balance. Bon, et je voudrais donc ajouter que... qu'il balance bien. Je voudrais donc ajouter que, quelles que soient les phrases qu'il a commises lors de son passage, comme SGPR ou bien comme ministre de l'AT, vous ne me direz pas que ceux qui sont là maintenant font mieux. C'est pas une comparaison. Vous ne me direz pas que ceux qui sont là maintenant font mieux. Qui nous disent donc que lui n'a rien fait, c'est les autres qui font. Lorsqu'on parle des lignes 94, des lignes 57 là, qui a créé ça? C'est pas ceux qui sont là qui ont créé tout ça pour distraire les milliards de francs CFA? Et ils sont en place, ils sont au pouvoir, ils travaillent, on les connaît. C'est ça qu'on lui dénonce maintenant, mais il est en prison maintenant. Donc je dis et je répète que... Quand ils sont en prison, il y a seulement qui se révèlent être des... Non, nous disons c'est faux. Président Olinga. Oui, vraiment, président Olinga. Il ne faut pas être sélectif. Il n'y a pas question d'être sélectif. Mais nous disons ceci. Ouais. Il a la parole. Et voilà, il n'y a pas question d'être sélectif. Il a la parole. Je sais que ça vous ronge, mais il a la parole. On part du singulier pour atteindre le pluriel. Sauf que vous n'êtes pas arrivé à ce pluriel depuis que vous avez... Je ne connais pas tous. On n'a pas besoin de... Je ne les connais pas tous. Je vous ai dit qu'il y a des militants du MSC qui sont morts dernièrement. Je vous ai dit qu'il y a Bafamounke qui est là, qui est malade. Je vous ai dit qu'il y a d'autres, il y a Fogué qui est là, qui est malade. Et d'autres encore
que vous connaissez, que je ne connais pas tout. Bon, on va retenir qu'il faut améliorer les conditions. C'est urgent. Carcérales au Cameroun. C'est urgent, Rosalie. On va retenir que Marafa Amidou Yaya doit nous dire un peu plus. Il y a encore beaucoup de non-dits. Et nous sommes très curieux d'avoir la suite de l'histoire, Marafa. Il faut nous donner la suite de l'histoire. Donc, il ne faut pas t'arrêter en si bon chemin. Et je pense que c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en prison. Il accorde les interviews à la presse. À Jeune Afrique en plus. Jeune Afrique. Il a même cette latitude. Pas une fois, hein, pas deux fois. Mais surtout ces temps-ci, c'est Le énième interview. Oui, alors. Nous n'avions même pas la possibilité de parler à nos familles. Moi, j'avais même pas la possibilité de parler à ma famille. Non, il faut être sérieux. C'est ça que je vous dis. Quand vous tenez la manche de la matière, vraiment, nous n'avions pas la... Lui, il est en prison. Si vous accédez là-bas, en sécurité, et puis il accorde quand même des interviews à des organes de presse internationaux. Alors que nous, on nous interdisait même de nous adresser à nos propres familles. Mon épouse avait même de la peine à venir me rendre visite dans des geôles des services de renseignement dans ce pays, où on ne savait pas où j'étais. Elle se baladait dans toute la République pour me chercher. Alors qu'il y a des gens qui sont en prison, qui apportent quand même... Non, c'est bien. C'est bien que... Moi, j'ai dit qu'il faut que Marafa parle, parce que ça fera en sorte que ceux qui sont encore des vice-dieux en ce moment, ceux qui sont encore en train de faire ce que vous avez dénoncé là, qui ont pioché dans les lignes 94, qu'ils sachent que demain, ils peuvent se retrouver là-bas et qu'ils commencent à être moins hautains, moins condescendants, moins gloutons. Parce que la situation dans laquelle vit notre pays aujourd'hui, Marafa l'a dit, l'insécurité et tout ce que vous voyez là, c'est le fait justement d'un État qui a failli, le fait d'un État où ceux qui étaient chargés de protéger les citoyens ont vendu leur âme au diable. D'accord. Je vous laisse aller au bout de votre propos. Oui, parlant de la criminalité, parlant de la déliquescence, n'est-ce pas, du standard de vie aujourd'hui, j'ai dit, moi j'étais à moitié satisfait parce que c'est vrai qu'il dit, parce que lorsque la justice n'est plus efficace, le crime prospère. Ouais. Le crime prospère, on peut comprendre. On a appris, entre autres situations ici, lorsque vous apprenez que quelqu'un fuit, il va se réfugier dans une gendarmerie, on vient le prendre là. C'est des éléments qui peuvent quand même inquiéter et qui ne rassurent pas le citoyen. Lorsque vous dites, on m'a agressé, c'est parce qu'il n'y avait pas de forces de l'ordre à côté, ça vous donne quand même l'espoir que si les forces de l'ordre étaient à côté, vous auriez pu être sauvé. Mais lorsque vous arrivez au cœur des forces de l'ordre et que là, on vient vous prendre sans que vous ayez la protection, il y a un problème. Donc, quand il parle, lui, en tant que quelqu'un qui a été au cœur du système, j'ai dit, ça doit être intéressant de voir que même lui, maintenant, voit que les choses que des gens critiquaient et qu'on réprimait à une époque pouvaient être fondées. Ouais. Et que lorsqu'on le dit, on ne le dit pas contre un individu. Parce que la société, c'est vraiment le tout. Une nation, c'est tout le monde. Une nation, c'est les hommes au pouvoir aujourd'hui, mais c'est aussi ceux qui seront, qui vont quitter ce pouvoir demain. Donc, à partir du moment où la justice n'est plus efficace, vous savez aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui font des agressions, qui sont arrêtés à un moment donné et qui reviennent régler les comptes au quartier à ceux qui les ont dénoncés. C'est ça, ça pose des problèmes. Donc, on peut expliquer la criminalité, mais il n'a pas dit dans les détails, peut-être qu'il c'est justement, ce sont les détails qui... Et ces détails-là qui pourraient peut-être nous mettre la puce à l'oreille et nous amener à nous préparer à toute éventualité. Donc, vous savez aussi qu'un autre avait écrit un livre que j'ai eu de la peine à lire entièrement, Méditation de prison. D'accord. Et il a décrit des scènes horribles dans cette affaire-là. Mais quand il est sorti aussi, il a couru après 17 ans. Hein, dès qu'il est sorti, le premier acte qu'il a posé, c'était d'aller reprendre la carte du parti. Du même parti. Et surtout qu'ayant occupé les mêmes fonctions. On peut faire parler le téléspectateur.
Bonsoir la rose qui ne fane, qui ne fane jamais. Concernant le baron Marafa qui se souvient du moment où il faisait la pluie et le bouton. La retourne. Il a été disque dur de la fraude électorale au Cameroun. Le karma existe, suivez mon regard. Emmanuel Alidou, depuis Datieka, dans le maillot au Danaï. Bonsoir madame, vous voyez vous-même l'attitude de RDPC sur les plateaux TV. Ils pensent qu'ils peuvent tout dire aux autres comme ils veulent sans être inquiétés parce qu'on appartient au régime tyrannique et diabolique de Yaoundé. Afidi depuis Gouela, dans l'est du Cameroun. Bonsoir Rosalie. Bon, je sais que ce coup de gueule au départ vous a beaucoup marqué. Ben, c'est passé. On va avancer. Voilà. Je ne vais pas non plus accepter que vous lui attribuez des noms aussi forts que cela. D'accord? On va être cool. Bonsoir la Rose nationale. Courage à toi avec les gens du RDPC qui se croient au-dessus de tout et partout. Concernant Marafa, lorsqu'on te demande de tisser une corde, ne le fais pas très longue et très rigide car elle peut être destinée. Qu'il goûte un peu ce qu'il a aidé à construire. La prison n'est pas un hôtel 5 étoiles. C'est ce qu'il disait. Wadjebe Service depuis Kayele. Bonsoir Madame Rosalie. Très belle réaction de ta part ce soir au début de cette émission. Beaucoup de courage. C'est Sa Majesté Robert Mbila qui nous écrit depuis l'Assemblée nationale. Bonsoir. Vous n'avez pas eu la même compassion pour le professeur Gervais Mendozé. Didier Toussaint Demvan. Voilà. Bonsoir Rosalie et à tout le panel. À propos de cette criminalité, Marafa a travaillé avec ce régime. Pourquoi dénoncer cet art maintenant? Travaillons pour le pays et non pour un être. Il paye pour ça aujourd'hui. Armand depuis Marois Salak. J'espère qu'ils auront moins doux. Bonsoir à toi Rosalie. Bonsoir au panel. Criminalité et barbarie au Cameroun. Pour moi c'est grave. Le Cameroun va dans tous les sens. Marafa accuse Paul Biya. Il y a des choses qui se passent mais personne ne parle. Trop de laisser aller. Voilà pourquoi certains accusent Paul Biya. Michel Fouda. Bonsoir à vous, madame, et à votre intrépide panel. À mon humble avis, monsieur Marafa fait preuve d'égoïsme, tout comme il le faisait étant aux affaires. Pourquoi ne pas plaider pour l'intérêt général de ces détenus étant dans les mêmes conditions que lui? Mion depuis Hawaï. Bonsoir très cher aîné. Ce Marafa Amidou Yaya dit qu'il peut encore être utile pour son pays. Quand il était aux affaires, pourquoi il ne l'eût pas été? D'ailleurs, même pourquoi donner des soins aux pilleurs, aux détourneurs? On est à la télé, sinon j'aurais été désagréable envers lui. Achidemi, depuis stade de Sikandouala. Tu as déjà donné un aperçu. Hein? Il ne doit pas être évacué, qu'il soit soigné ici à Tokombere comme nous autres. Bonsoir à tous sur le plateau. Monsieur Marafa doit seulement se soigner ici. Monsieur Mendoza est mort ici, alors qu'il aurait dû être évacué. Donc à la guerre comme à la guerre. Hervé Rodrigue Mva qui nous écrit bonsoir Rosa International. Que les ministres du régime actuel arrêtent de distraire les Camerounais. Quand ils sont au pouvoir, ils chantent les louanges de Paul Biya. Et quand c'est le même Paul Biya qui les met en prison, ils disent que Paul Biya est mauvais. Ce que tu fais à ton prochain de mal, quand tu es en position de pouvoir, on te le fera quand tu seras en position de faiblesse. Que nos ministres et autres personnalités arrangent simplement notre pays pour le bien de tous. Jean-Louis depuis Simbok. Bonsoir Rosalie, j'ai dit bonsoir à monsieur Olinga. Monsieur Olinga est à l'heure actuelle le seul homme politique qui parle d'un programme politique révolutionnaire. Cela accroche les Camerounais parce que la réussite du successeur de monsieur Biya en dépend. Que le président Olinga fasse tout pour que les Camerounais le comprennent bien dans son esprit révolutionnaire. Monsieur Olinga, je vous dis que c'est bon du courage. C'est monsieur Hubert depuis Ebolova. Merci. Bonsoir madame, monsieur Marafa doit se soigner au Cameroun, que le plateau technique soit à la pointe de la technologie ou obsolète. C'est au Cameroun que ça se passe. Moi-même je suis malade, j'étais au centre de santé de mon quartier, je vais bien aujourd'hui. Est-il le seul prisonnier malade? Il faut arrêter cette tentative d'évasion là. Laurentine depuis Siméon 2 qui nous écrit bonsoir à tous les panélistes. Moi je pense qu'il y a des ophtalmologues qualifiés au Cameroun qui peuvent gérer l'état de santé de monsieur Marafa Amidou Yaya. En ce qui concerne le milieu carcéral au Cameroun, il faut que les pouvoirs publics puissent revoir les conditions dans lesquelles vivent les détenus. Je suis d'accord avec le président Olinga qui nous parle des conditions atroces dans les prisons du Cameroun. Être en prison n'est pas synonyme de la mort, car la prison est pour recadrer l'individu lorsqu'il a commis un forfait. Un citoyen camerounais. Bonsoir la Rose en or.
mais chiche devant l'Éternel. Ma très chère Rosalie, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Monsieur Marafa est comptable au même titre que son mentor de la dégradation des valeurs dans ce pays. Il perd la vue. J'ose croire qu'il n'est pas devenu aussi amnésique. Être fonctionnaire est un sacerdoce. On est avant tout au service du peuple et non d'un individu ou d'un système. Il a été au service d'un système et d'un individu qu'il assume. Cyril depuis Douala. Bonsoir Madame Rosalie, vous êtes un sac de modératrice, c'est vraiment votre dada. Souleymane depuis Fumban. Bonsoir Rosalie, quand vous acceptez de dîner avec maman, il n'a pas besoin de vous dire que votre âme est bouffée. Marafa sert d'exemple au ponte du régime. Bonsoir Rosalie, je crois qu'il faut écouter Marafa dans le pays ici. Quand tu veux parler un peu, on t'arrête pour aucune raison. C'est pas si depuis Yaoundé. Bonsoir madame, le Cameroun n'est pas Garouani Vormeka. Vos panélistes sont hypocrites. Où sont Fosso et Inoni? C'est en évacuation sanitaire. Les gars sont en plein traitement. On met le cap sur la Belgique ce soir. Good evening, Rosalie. Power in Cameroon is in the hand of barbaric people. Reason why there is a lot of barbarism and criminality. Ebele from Antwerp, Pen. Mon frère. Donc en Belgique, là, on ne parle pas français. Tu viens me mettre au travail. Bonsoir Rosalie. Marafa était ministre de l'administration territoriale. Vous vous rappelez quand il était ceci la prison, quand il avait dit ceci, la prison n'est pas un hôtel 5 étoiles. Je pense que personne n'a oublié cette phrase. Elle est déjà revenue 30 fois. Oubliant que chaque chose a son temps, qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Le syndicaliste parle de quelqu'un d'autre là, au nom de Fogué. Il n'a pas trouvé un autre nom. Jules, depuis Douala. Que Marafa, bonsoir à vous maman Rosalie, pardon, calme-toi. Émile Kwake Info TV, c'est le Cameroun, là où ils font comme ils veulent là. Marafa était comme lui. Aujourd'hui, il est où? Émile Choumo depuis Douala, que Marafa paye le prix de ce qu'il a fait au Camerounais. Donc il n'y a personne pour... Bonsoir la belle Rosalie, je suis très étonnée d'écouter M. Tchoudiem encourager l'évacuation de M. Marafa. M. Marafa est malade, c'est vrai, mais pourquoi promouvoir l'injustice envers les autres prisonniers? Des milliers de Camerounais se soignent au Cameroun. Pourquoi lui, ancien ministre de l'AT, Dissake de Douala, donc il doit se soigner également ici? D'après Dissake, je pense que tout le monde est unanime sur le coup. Bonsoir Rosalie, parlant de Marafa, il n'est pas le seul, car tous ces ministres qui détournent et volent là, pourquoi bien ne les enferment pas? Can Gate, Covid Gate, Autoroute Gate, eux-mêmes méritent la même prison. Monsieur, mais si vous parlez de quoi? Lorsqu'on vous chante à chaque fois que telle communauté dit soutenir Paul Biya, c'est pas battre campagne là-bas aussi? Pourquoi lorsque c'est Paul Biya, vous n'en faites pas un problème? Arrêtez ça, arrêtez de prendre votre parti pour un parti supérieur, car vous ne l'êtes pas en dehors d'être un parti dictateur et mal gouverné. Sandrine depuis Odia. Bonsoir Rosalie, félicitations pour ce que vous faites pour nous. Ces gens sont inhumains. D'accord. Bonsoir Rose, bonsoir. Messi, ne nous gâte pas l'émission. Maman Rose, quand ils sont à la gestion du pays, regardent le bas peuple comme les Mongols, oubliant que c'est nous leurs fans. Que ça inspire les Moulinex, les abeilles et les autres. La roue tourne. Bonne émission, c'est Philippe depuis Kribi qui nous écrit. Bonsoir, voilà un sur votre plateau très... à l'image de la gouvernance du RDPC, l'un des rares communicants de ce que moi j'appelle aujourd'hui la secte RDPC. Monsieur Géranga du PCRN, on pourrait aussi dire que le PCRN c'est la secte PCRN, voilà. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Pour ce qui est de Marafa, lui-même est le broyat du système dont lui-même a constitué, alimenté, aucune pitié pour lui. La roue tourne et le monde peut changer. Gare à l'insolence. Donc, Messi, la roue tourne. Vous vous croyez où? Merci. En tout cas, brave dame très charismatique, nous on n'est que derrière toi. Massa Thomas est dans la place. Voilà. Wow, bien installé après avoir stressé de te voir avec des démineurs. T'as cru que comme j'étais là le matin, j'allais poser un lapin le soir. Non, je suis là. Messanga, un érudit pour avoir fait de Rosalie une grande journaliste. Tchoudiem serait-il devenu jaloutron?
Des compliments de M. Messanga et Rosalie sur ma modeste personne. Ouais, il était déjà là. Mon ami Olinga Sonko qui fera une passe politique à Charlemagne Faye. Messi Diacre, églésien de la mission étatique du R dans des états d'âme de colère à sermonner Olinga au Sombok. Ouais, mon ami Messi, aurait-il bu les urines du lion aujourd'hui? Ouais, Marafa se plaint des solutions sanitaires à géométrie variable et voudrait être le cri dans le pénitencier ténébreux pour mieux interpeller son patron, son ancien patron, le Nomgui, ignorant qu'il a eu de grandes responsabilités au sein de la mission étatique du R, sans toutefois avoir de la compassion et l'esprit de développement envers le peuple souverain. Concernant son état de santé et mon esprit de compassion du fait à valoriser les droits humains, il ferait mieux de se faire évacuer du côté d'Okola, afin de voir son état sanitaire amélioré. Barbarie ou criminalité, il est aussi complice dans ce génocide. C'est Massok Thomas. On va encore prendre deux pour avoir quand même du temps pour le dernier thème. Bonsoir la Rose et salut les panélistes. Rosalie, je viens de vivre une démonstration de force. Votre deuxième supra-intelligence, c'est de lui avoir... non, ça c'est logique. Tout le monde qui vient sur mon plateau, c'est que dernier salué, premier à prendre la parole. Donc, je n'ai pas donné la parole à Messi par rapport à notre application. C'est normal, on peut ne pas se comprendre, mais après on s'est compris, la preuve, tout va bien. Bonsoir à toi, Madame Rosalie, bonsoir au panéliste. Monsieur Marafa ne peut pas être libéré, même s'il fait comment? En effet, il a sollicité le poste bien jalousé d'une Kunkuma à une époque donnée. Il va lire. Bonsoir. D'accord. Merci beaucoup, Maurice. Je vais m'arrêter avec vous. Vous êtes très nombreux. Je ne peux pas sauver tout le monde. Merci, Madame Rosalie. Moi aussi, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Vous savez, j'aime le dire, si vous n'êtes pas là, moi, je suis rien. Je vais parler avec qui? Elle va venir me tenir ici, qui va me regarder. Donc, c'est vous les boss, le peuple. Si on fait nos élections ici. Si le peuple n'est pas d'accord avec toi, vous ne serez pas aussi nombreux dès 17h devant le petit écran. Si on était au marché, on dirait que le client est roi. Ce sont mes clients. Voilà. Ils sont des rois. On doit les chouchouter. Ouais, et t'aimer. J'ai fait la corruption là vraiment pour lire ton message. Parce que j'ai vu ton nom. Bonsoir Rosalie, bonsoir au panel, bonsoir à tous les membres de ton sacré panel, bonsoir à Marafa Amidou Yaya. Criminalité et barbarie au Cameroun, Marafa gagnerait à mieux se taire. Au lieu de se comporter comme une femme divorcée qui accuse son ex-mari de tous les maux, impuissance, cannibalisme et autres, qui se rappelle qu'il a été lui-même aux affaires et a privé de nombreux Camerounais d'une éventuelle évacuation sanitaire et qu'il a été et est responsable de la mort de Poléry Kingé. J'assume mes propos. Il devrait pour le moins se rendre compte aujourd'hui que le karma existe vraiment et qu'il le paye tranquillement. Il n'a pas à rechigner parce que lui-même l'a fait aux autres. Rosalie Guesselet, pour la première fois, je suis en colère. Qu'est-ce que j'aurais été sur le plateau pour répondre en face au jeune monsieur en cravate bleue et costume bleu? Il faut ici vibrer. Il fait ici vibrer la fibre tribale. Marafa a des problèmes de santé. Oh, que si, mais à combien a-t-il empêché d'aller se soigner outre-mer? Il voudrait mieux que Marafa se taise, sinon nous, peuple camerounais, lui demanderons de tout dire. Parce qu'il fait là, c'est des affabulations. Ça veut dire que Marafa est de la même tribu que moi? Il se trompe. Ouais. Est-ce qu'il a intérêt de se tromper? Il se trompe. Bonsoir Rosalie. Marafa récolte aujourd'hui ce qu'il aura sémé hier. Ceci doit servir de leçon au vice-dieu d'aujourd'hui. Matin Yebga. Si on s'intéressait à notre journée du travail. J'ai dit jusqu'au 1er mai, on va parler de la fête du travail. Je ne sais pas si au Cameroun on doit encore fêter le travail. Je ne sais pas. Professeur, moi je commence avec vous sur ce coup. On doit encore célébrer le travail au Cameroun, on ne sait pas. Toujours est-il que on doit célébrer le 1er mai prochain les travailleurs du Cameroun. Et les travailleurs du Cameroun se posent des questions. Est-ce qu'on a d'abord le travail décent dans ce pays avant de penser à célébrer ce 1er mai? Je voudrais juste rappeler le thème pour les téléspectateurs de cette 138e édition, parce qu'on serait rendu quand même à la 138e édition de la fête du travail. Alors, écoutons ce thème. Ils sont souvent très inspirés. Dialogue social constructif, facteur de promotion du travail décent
et de progrès social. Very inspired. Bon, ben, je dirais que plus que jamais, le travail doit être célébré. Parce qu'il est rare. Oui, c'est un exploit aujourd'hui que de travailler. Et donc, lorsque vous avez fait cet exploit-là de travailler, vous devez le célébrer. Parce que ce n'est pas la chose la plus répandue aujourd'hui que de trouver un emploi. Donc, à cet effet, je pense que vraiment ceux qui travaillent doivent le célébrer. Et comme par hasard, j'ai suivi la chronique de Maman aujourd'hui à RFI. Vous savez, c'est une plume que j'aime bien. Moi également. Alors, et justement, il parlait du travail. Il montrait comment en Afrique, et je ne sais pas si c'est l'Afrique là où je suis aujourd'hui, comment le travail est très très difficile, à tel enseigne qu'aujourd'hui, le salaire qui est la conséquence du travail est problématique. Donc, lorsqu'on a réussi à avoir un emploi, on est sous le chantage même de cet emploi, juste le fait de l'avoir. Parce qu'on ne peut pas gréver parce qu'on n'a pas eu de salaire, de peur que la grève ne vous renvoie de que vous perdiez votre travail, pour lequel vous n'êtes pas payé. Vous n'êtes pas payé. Il y a déjà. Alors, lorsqu'il le dit, vous comprenez exactement la situation du travail que vous posez. Doit-on le célébrer? Ceux qui ont réussi l'exploit d'avoir le travail doivent le célébrer parce que ce n'est vraiment pas donné aujourd'hui de travailler. Mais à contrario, ceux qui ne l'ont pas, que doivent-ils faire? Peut-être que c'est à ce niveau-là que le problème devrait se poser. Parce que le grand débat aujourd'hui, c'est le travail. Comment faire pour que donc, la on peut jeunesse... dire que la qualité du travail importe peu aujourd'hui. Le plus important, c'est d'en avoir. Pour qu'on aille au débat de qualité, il faut dire qu'il y ait l'existant. Bon, alors... Donc, il n'y a même pas de travail. J'aurais même enlevé des sangs. J'aurais dit travail disponible ou pas. C'est la grande équation. Lorsque je le dis, peut-être que les gens trouveront que je suis trop sévère et que... Ce n'est pas sévère. Je vais dire qu'il n'y a pas de travail. Non, lorsqu'on voit la proportion des Camerounais actifs qui ont un travail reconnu comme tel et la proportion de ceux qui courent après ce travail, on comprend ce que je veux dire. Donc, je ne dis pas qu'il y a zéro travail parce que les gens parfois vous comprennent mal. Je ne dis pas, mais je veux dire que c'est une situation très rare. Et je le dis toujours ici. Vous savez, on a réussi à délocaliser les actifs du milieu rural, à les amener par le phénomène de l'exode rural vers les villes, par un certain nombre de phénomènes qui les fastidieux d'énumérer ici. L'exode rural a été multiplié. Lorsque vous regardez les deux villes, Yaoundé et Douala, l'accroissement des deux villes est exponentiel. On dit Yaoundé autour de 4 millions 7, Douala 4 millions 6 à peu près, si les chiffres n'ont pas encore évolué jusqu'à présent. Or, il y a moins de 10 ans, les deux villes étaient à peine à 2 millions quelque chose. Bon, d'où viennent tous ces gens? Les gens quittent le milieu rural qui est productif, ils viennent s'agglutiner en ville. Ceux qui sont formés en ville n'ont pas le tissu économique, on sait comment il en est advenu, les industries débutantes que nous avons eues ont été soldées, et c'est ça les postes de travail. Donc quand on n'a pas d'industrie, quand on n'a pas de structure économique pour résolver le travail, il est difficile. Bon, j'apprends. À gauche, à droite, on a condamné tel pour détournement de tant de milliards. On accuse tel, peut-être pas encore condamné de tant de milliards. Des milliards. Mais je ne sais pas s'il en existe un seul qui ait créé une structure économique quelque part pour absorber. Vous voyez, ça c'est l'argent qui sort du portefeuille de l'État, qui est distrait dans les poches et qui ne peut pas offrir des conditions, des possibilités de travail aux citoyens. Donc, la situation est vraiment critique. Et parler de la qualité du travail, moi je pense que ce serait même, comment est-ce que je peux dire? Une exagération? Une exagération, oui, parce que les gens courent d'abord après le travail, la possibilité de travailler. Donc, on fait le marathon derrière le travail, du coup, travail décent, on en est même plus. C'est un luxe, ça devient un luxe.
D'accord. Votre regard, réalité ou utopie finalement, d'après le professeur, c'est même pas une réalité, le travail décent. C'est même pas une utopie, en fait, ça n'existe pas. Un travail décent est celui qui apporte confort et sécurité à celui qui les exerce. Ouais. C'est ça. Un travail décent est un travail qui apporte confort et sécurité à celui qui les exerce. De ce point de vue, il est difficile de parler de travail décent au Cameroun. Difficile. Et c'est même déjà très poli que de parler de travail décent eu égard aux jeunes qui sont en chômage au Cameroun. Eu égard, n'est-ce pas, à tous ces milliers de jeunes qui vont en Occident chaque année pour la recherche, n'est-ce pas, du travail. Alors, la question donc se pose. Où sont parties les sociétés qui jadis faisaient la fierté du pays, à savoir la Sofibel, la Camchip, l'ONCPB, le Fonader, la Lucam, la Socatou, la CDC, on peut citer même 100. La Camchip, professeur Obama. Oui. Merci. Oui. Merci. Vous voyez, bon, c'est malheureux et c'est à ce niveau que les larmes coulent, n'est-ce pas? Lorsque déjà, parce que quand j'ai ceci là, il faut déjà être capable de protéger celui-ci pour avancer tout l'autre. Mais l'État du Cameroun déjà n'a pas su garder, n'a pas su entretenir, n'a pas su protéger le peu de travail qu'il y avait. D'où fermeture. Et lorsqu'on regarde même la fermeture de ces emplois, c'est quoi? C'est la gabegie. C'est quoi? C'est le détournement de fonds publics. Voilà l'origine de la fermeture de ces entreprises. Ce qui fait que, et c'est ça qui explique le départ massif des jeunes vers l'Occident. C'est ça. Parce qu'on n'a pas de travail décent au Cameroun. Oui, le travail décent, c'est trop dit. Enfin, on n'a pas de travail. Déjà de travail. Oui. On n'a pas de travail. Le travail décent, c'est trop dit. Donc, pour le peu qui se veut décent, parfois entouré de beaucoup de piles. Voilà. Et c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je rejoins Voltaire lorsqu'il disait que le travail est loin de nous. 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Vous voyez? Et puis, il faut féliciter, n'est-ce pas, la résilience des jeunes Camerounais. Parce que tout est rempli au Cameroun, toutes les conditions sont remplies pour que n'importe quoi arrive dans ce pays. Vous voyez? Mais je félicite, n'est-ce pas, mes jeunes compatriotes qui tiennent bon, qui sont résilients. Et jusqu'à quand? Voilà, j'allais vous dire que ce que vous appelez résilience, là, à un niveau... jusqu'à quand? On a même beaucoup de volonté. Hein, je pose la question, jusqu'à quand? Aussi. Oui. Et comme il a dit le professeur, on est conscient qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, mais il faudrait aussi qu'on s'assure qu'on ait le minimum. Sinon, après, malgré notre bonne volonté, qu'est-ce qu'on fait? Tout se gâte. Qu'est-ce qu'on fait? On va tous devenir cinglés dans ce pays, Émile. Qu'est-ce qu'on fait? On veut travailler, beaucoup essaient de se former, beaucoup essayent d'avoir de la compétence. Et la politique absorbe donc, ça devient un travail. Rosalie, il faut déjà rentrer dans la philosophie même du travail. Oui. Vous savez, lorsque nous partons même déjà des saintes écritures. La problématique du travail est posée. Et les saintes écritures nous enseignent que chacun de nous doit travailler pour manger. Et qui n'a pas travaillé ne doit pas manger. Pour cela, la paresse est un péché. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Nous le disons chaque jour. Dans ces conditions-là, le travail fait partie donc des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le travail, comme il a dit, éloigne de nous 3 grands mots. 3 mots. M-O-U-X, qui se résument en 3 mots. M-O-T-S, l'ennui, le vice et le besoin. Ça veut dire que c'est le travail qui donne un sens à l'humanité. Pourquoi? Parce que par le travail, l'homme contribue pour le développement de son pays, de sa communauté, de sa famille et de lui-même. Parce que c'est par là donc, on va dire, le développement du Cameroun. C'est parce que les filles et fils de ce pays y contribuent par le travail. Chacun à sa manière. Et le retour du travail, c'est quoi? C'est le salaire. C'est-à-dire que ce travail doit vous permettre de résoudre vos problèmes. Donc, la notion de travail décent rentre même déjà dans l'essence et le bien fondé du travail. Il se trouve tout simplement donc que le travail, donc, au lieu de libérer l'homme, au lieu d'humaniser l'individu, l'a servi plutôt, l'esclavagisme plutôt. D'où la notion donc de la décence. Vous ne pouvez pas, on ne doit pas vous asservir au nom du travail.
Et là, ça pose le problème de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est ça aujourd'hui. Donc, ce thème-là, effectivement, interpelle les milieux du travail, les entrepreneurs et tout ce que vous voulez pour qu'on réfléchisse un temps soit peu sur les avancées sur ce travail-là. Donc, il n'y aura pas un jour où on va dire que le travail est déjà décent et puis la journée peut déjà disparaître. Non, c'est une quête permanente parce que je vous ai dit, ça participe également de l'éducation. Il y a des gens qui sont naturellement paresseux, fainéants, et ne veulent rien faire. C'est des attitudes qu'il faut condamner. Maintenant, vous allez poser le problème des opportunités pour que chacun, en fonction de ses compétences, en fonction de ses moyens, qu'il puisse donc faire, pour qu'il puisse être utile à la communauté. D'où donc à chacun son travail. Qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que je peux l'exercer en tout amour, étant content, pour qu'à la fin, ce travail m'humanise, me libère des angoisses. Ça, c'est le rêve. Ce n'est pas le rêve. Je voudrais donc qu'on se situe dans cette philosophie-là. Oui, justement. Pour que tous les détails que nous allons aborder, qu'on sache que le travail doit être pour libérer l'homme, pour épanouir l'homme, pour que l'homme se sente bien dans la société. Il devient donc difficile, dans ces conditions-là, que lorsque certaines couches dites favorisées ont peut-être pris tous les moyens de production au détriment d'une couche qui n'a plus de moyens pour s'épanouir, pour se mouvoir. Donc aujourd'hui, nous posons donc le problème de l'égalité des chances dans ces conditions. Bon, il faut d'abord qu'on ait même le travail. On va avancer, parce que la question de la journée du travail, je crois maintenant, est-ce qu'il y a le travail? Je dis à chacun ses compétences. Mais Sanga a le travail qu'il lui faut, et il exerce. Il est enseignant d'université. Monsieur Linga, c'est un homme politique. Il exerce fièrement ses activités politiques. Chacun, il est enseignant, syndicaliste. Je crois que oui, la politique est un métier, bien évidemment. Ah d'accord. Oui. Donc on paye les politiciens où? C'est des entrepreneurs en réalité. Entrepreneurs politiques, c'est-à-dire qu'ils devraient donc avoir des candidats aux différentes élections, les mairies, le Parlement, avant d'aller prendre la présidence. C'est toute une entreprise, justement, Rosalie. Bon, malheureusement, si nous limitons notre politique à faire des débats à la télévision et puis sans aller au fond des choses, alors là, nous n'avions même pas encore commencé la politique. Donc, chacun de nous, en fonction de ses moyens, doit être capable de donner un rendement à la société. J'aime la partie des trois mots. Oui, des trois mots. L'envie, le vice. L'ennui, le vice et le besoin. C'est Voltaire qui le disait. C'est ça qui est super. Avec l'ennui, on habite les bars. Avec le vice, on voit ce que ça donne. Hein? Et après, il y a... le besoin. C'est loin de nous. Donc, il faut même pouvoir manger chaque jour. Se soigner. Voilà où on en est. Rien qu'à travers cette citation-là, je crois qu'on peut déjà se dire que le travail décent, on n'en a pas au Cameroun. Il faut voir le nombre de bars remplis avec des gens qui s'ennuient. Il faut voir le vice, la quantité de partous et tout ce qu'on a besoin. Je voudrais même entrer dans la vie privée de Rosalie pour dire qu'il faut voir le nombre de gens qui viennent ici là avec le dossier d'emploi. Comme ça. Que parfois Rosalie ne prend même pas parce qu'elle est saturée. Ils sont d'abord sûrs que moi même ma vie est trop. C'est ça qui est super. Il y a des mamans avec ma fille. Elle dit que la mère, quand on te voit comme ça, trop belle comme ça, on est convaincu. C'est que le journalisme est le plus beau métier du monde. Comment il ne devrait pas... Je changerais pour rien un mode de métier. Tout ce que ça peut avoir. Ça attire dans des envies aussi. Je suis une passionnée. Je ne suis pas là-bas par embuscade. Là, c'est la vocation. Oui, je crois. Je crois que je suis là où je dois être. Contrairement à beaucoup, je crois. Monsieur Olinga. Oui. Dites-nous, on a le travail, on n'a pas. Le professeur il a dit que même le travail, on n'a pas. Donc des 100 qu'on a même ajouté devant là, c'était une perte de temps. C'est un luxe.
Quand tu as tu réussi à avoir le travail, tu dois même dire Carmen. Tu marches avec ton travail là sur la tête. Salaire ou pas salaire, ou tu brandis au moins ce que tu travailles. Et puis tu fêtes nos premiers mai. C'est ce que le professeur a dit. Donc, nous, on va prendre conseil sur le professeur. Seulement le jour, on n'aura plus où dormir ou manger. Le professeur va venir m'installer chez toi. Bon, je crois que le professeur a dit quelque chose d'essentiel. Ouais. Pour qu'il y ait un travail décent, il faut d'abord que le travail existe préalablement. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir le travail décent si le travail lui-même n'existe pas déjà. Et moi, j'ai écouté attentivement Émile. Vraiment, il a beaucoup philosophé. Il était même très intéressé par sa philosophie, sauf que de mon point de vue, ça ne répondait à aucune question pragmatique sur la question que vous avez posée. Ah bon? Je voudrais dire que le travail décent, le travail, d'ailleurs, je le dis principalement pour lui parce qu'il est le communicant du parti au pouvoir. Le travail dans un pays, dans un État, est une politique. Il y a la politique économique, et le résultat d'une politique économique, d'une politique de planification. Vous ne pouvez pas avoir du travail par le biais des incantations. C'est la réflexion, c'est les politiques qui sont mises en place, qui produisent du travail. C'est ça que je voulais dire. Et de ce point de vue, lorsque vous regardez la structure économique de notre pays, et que vous voyez, vous l'analysez, vous comprenez qu'on vous dise que dans un pays, le secteur informel, on dit le secteur informel, c'est le secteur de la débrouillardise, pour que les gens nous comprennent bien. L'informel, c'est la débrouillardise, c'est les débrouillards. On vous dit donc que ce secteur-là occupe 80% de la population active. À partir de ce moment, Je vais revenir sur ça. vous vous posez des questions essentielles. Est-ce que quand un État a une population active qui est occupée à 80% dans le secteur informel, cet État-là peut produire du travail décent? Que non. Alors, et puisqu'il ne peut pas produire du travail décent, quelqu'un a dit tout à l'heure, on avait même quand même l'impression dans l'ancien temps, parce que je ne suis pas très... Mais quand on analyse les agrégats de notre économie, quand on analyse les statistiques, quand on analyse plus ou moins l'histoire récente de notre pays, on trouve qu'il y avait déjà un embryon d'un État qui veut véritablement planifier son développement. Parce qu'avec le premier régime, évidemment, il y avait un soupçon d'un État sérieux qui pensait la politique économique, qui planifiait la politique économique. Et c'est pour ça que ça donnait des résultats. On vous a parlé tout à l'heure des grandes sociétés comme Chip, Camer, Régif, Cam, Camchip, il y a plein de structures à l'UQAM, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait même, Bata. Je me rappelle quand j'étais tout petit, mes parents sont allés m'acheter des chaussures à Bata. On disait que c'était des chaussures fabriquées au Cameroun. Il y avait des sociétés comme machin du cycle, maison du cycle à Douala. On dit que on montait des bicyclettes et autres. Il y avait un certain nombre de choses qui se faisaient et qui démontraient qu'il y avait une vision. Une vision, parce que de mon point de vue, et ça je le dis pour sortir et dire qu'en réalité, c'est notre système économique qu'il faut fondamentalement repenser. Et le programme révolutionnaire de redressement national, monsieur Messi, je reviendrai toujours dessus, qui est mon programme politique, et le corporatisme camerounais, qui est le système économique qui sous-tend, ou alors qui est adossé à ce programme, et effectivement s'est interrogé sur ces aspects, et a donc mis en place un système économique qui permettra, si nous avons le pouvoir effectivement de structurer, parce que la désarticulation de notre système économique aujourd'hui est le résultat de ce que nous observons. Ce qu'il faut dire pour chuter définitivement, c'est que quand vous avez une économie qui n'est pas connectée, parce que c'est trois aspects, les grands économistes qui nous suivent même à travers le monde savent que c'est ça. L'économie, c'est à peu près trois grands secteurs, le primaire, le secondaire, le tertiaire. Très bien. Primaire, le secondaire, le tertiaire. Et il faut que les trois soient articulés, imbriqués. Si le secteur, pour faire plus simple, le secteur primaire, c'est quoi? C'est le sol et le sous-sol.
pour faire très simple. C'est-à-dire l'agriculture, les mines, tout ce qu'il y a dans le sous-sol, les matières premières font partie du secteur primaire. L'agriculture qu'on exerce sur le sol, c'est-à-dire au-dessus, fait partie. Et ce sont ces ingrédients, ces éléments qui sont les éléments qu'on utilise dans le secteur secondaire, qui est celui de l'industrialisation. Parce que pour faire l'industrie, il faut avoir des matières premières. Bon, et il faut pour maintenant courir toute cette trajectoire-là pour qu'on ait le travail. Non, je dis donc je parle du travail de ça. Mais je suis donc en train de vous dire que pour arriver dans le travail de ça, il faut avoir un système économique qui met en place, qui met de manière imbriquée tous ces trois secteurs pour que vous ayez les matières premières qui donnent du travail à ceux qui sont dans le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, et l'industrie qui donne du travail à ceux qui sont dans le secteur des services et du commerce. Voilà. C'est ça le secteur tertiaire. C'est la chute-là que je voulais. Voilà. Et vous aurez donc cela avec le corporatisme camerounais. S'il te plaît. Bonsoir Rosalie, à tout ton panel. Marafa doit assumer. Il a participé à la destruction de ce pays. Il a fait enfermer la Piro d'Mbanga pour les Rikingé. Il doit lire au dernier jour. Ils vont tous régner Paul Biya. Kinsley depuis Berlin qui nous écrit. J'essaye de prendre une minute pour sauver ceux quand même qui ont écrit de partout dans le monde, hein, parce qu'il y en a qui reviennent écrire là que tu nous as tués, tout le monde veut dire quelque chose sur Marafa. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, pourquoi les Camerounais sont-ils devenus si déshumanisés? Même si on n'aime pas Marafa, il faut là on est en Côte d'Ivoire, il faut condamner la barbarie au Cameroun. Olinga ne doit pas avoir du ressentiment, un candidat à une élection présidentielle ne doit pas avoir la rancœur. La rancune se lie au corps. J'ai aucun ressentiment pour Marafa. Marafa a déjà suffisamment payé. Quel est ce pays qui tue ses propres enfants dans les prisons? Quand on veut connaître le degré de déshumanisation d'un pays, il faut visiter ses prisons. C'est monsieur Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, ouais madame, je ne suis pas d'humeur à blaguer ce soir. Salut aux camarades révolutionnaires Olinga, la patrie ou la mort nous vaincrons. Ne vous laissez pas embrouiller par un militant qui ne sera jamais président d'un parti politique. Madame, vous avez vos compatriotes qui annoncent la candidature de leur champion pour 2025, ça n'a jamais posé problème. Madame, dites à Messi que Paul Biya est le président de tous les Camerounais, pas la propriété de certains membres du RDPC. Quand il accédait au pouvoir en 82, il était dans quel trou? Il ne faut pas tout le temps énerver les gens qui prennent de leur temps pour vous suivre. Même chez nous, à la maison, vous pouvez parler à votre épouse de cette manière. Oh, vraiment, Paul, depuis Ouagadougou. Au Faso, Mali, Niger, toutes les évacuations sanitaires sont suspendues. Évacuer Marafa à Guidigis. Je ne suis pas d'humeur. Je salue le camarade. Ben voilà. Évaluer Marafat à Guidigis, la patrie, bon, il reprend. Je prends la chute. S'agissant du travail décent, madame, quand vous avez un pays qui a des plus grands nombres de ministres dans le monde, ces dirigeants ne vous diront rien du travail décent. C'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit ce soir. Bonsoir la grande. Parlant d'un travail décent, encore dans ce pays relève de la pure sorcellerie. Les Camerounais qui travaillent et récoltent les retombées le font pour enterrer le pays. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Le bon travail apprécié par le système aujourd'hui, c'est le détournement des fonds publics, la corruption, le vol. La corruption est presque légalisée, ma chère Rosalie. Travail est réalité si le travailleur est du côté voulu par ceux qui nous gouvernent. Le vol. Vous parlez de quel travail, Rosalie? Les débrouillards sont à plus de 90% de nos jours. Les Camerounais survivent, ma grande. Armand depuis Douala. Bonne émission. On va maintenant aux États-Unis d'Amérique. Maman Rosalie a pris la casquette de chef modératrice aujourd'hui, le back-to-back. Salut à monsieur Olinga. Je suis d'accord avec lui. Si l'ancien ministre doit se faire soigner, qu'il le fasse, qu'il le fait au Cameroun. Je pense d'abord à ces Camerounais qui souffrent pire que lui. Écoutez la froideur des réactions de monsieur Messi. Il s'arrête d'abord pour prendre les leçons et s'inspire de nos souffrances. Bonne suite d'émission, Madame Guesselet. Vous faites fort et vous êtes très forte. Un salut spécial aux travailleurs bosseurs qui, même sans garantie de salaire, continuent à travailler. C'est vous qui faites la force de ce pays. C'est Blondel depuis les États-Unis d'Amérique. Mais si le travail dans ce continent... Oh là 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 là, je suis vraiment mal... je pense que j'ai réussi à saturer aussi ce téléphone. Hein. Vous savez que je suis l'une des travailleuses qui change de téléphone 3 fois l'année.
Vous n'avez pas dit 4 fois. À cause de vous, hein, téléspectateurs chéris. C'est pas pour vous chasser, mais vraiment, la vitesse à laquelle vous me flinguez les téléphones. Moi-même, parfois, je dis yes, papa. Bonsoir, la lionne du micro. Il n'y a pas de super être humain, donc pas de super prisonnier. De facto, les conditions d'incarcération doivent être améliorées pour tous les prisonniers, sans oublier que c'est lui aussi qui affirmait que la prison n'était pas un hôtel 5 étoiles. Retenons que quand on est aux affaires, on doit donner le meilleur de soi. Achille, depuis Foumbot. Oh là là là, je vais sauver qui d'ici. Bonsoir la belle et ravissante Rosalie à ton brillant panel. Le problème du travail est principalement de l'emploi à une cause beaucoup plus exogène due aux différents ajustements imposés par les institutions financières internationales. Aujourd'hui, nous devons faire comprendre que la mise en place des politiques de l'emploi ne passe que par l'institution d'une économie de production à la place d'une économie de consommation qui rend toujours nos États esclaves des puissances coloniales. Bonsoir à monsieur Émile Messi et à mon grand frère Messanga Obama. C'est Maurice Kokomo, apôtre, qui nous écrit ce soir. J'ai oublié qui. Personne. Oh là 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 là. Ah oui. Bonsoir Rosalie. Et bonsoir au panel. Stop aux mercenaires et au Bob Denard dans le mouvement sportif camerounais. C'est mon père, Yongo Tunga François, qui a construit la prison Kondengui. On l'appelait l'homme sans pitié et sans peur. Comme quoi, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Bonne soirée à vous. C'est Odile Yogo qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire ce soir. Vous êtes très nombreux, hein, mais je vais m'arrêter. Bonsoir, vous avez très bon sujet du travail. Rassurez-vous, on va les mietter. On a jusqu'au 1er mai. Hein. On parlera de tout. On parlera des salaires, on parlera des contrats, on parlera de tout ce qu'on veut. 30 secondes, parce que le temps est imparti. Oui, 30 secondes pour dire que le président ne doit pas oublier que nous sommes dans un contexte mondial qui est marqué par l'économie libérale. Aujourd'hui, il s'attarde sur l'État providentiel, cet État qui était appelé à donner du travail à tout le monde. Non, cette période est révolue. L'emploi salarié, oui, pour ceux qui en veulent, mais aujourd'hui, nous encourageons plutôt l'emploi indépendant, c'est-à-dire le privé. Et à cela, lorsqu'il parle de l'économie informelle, ou alors l'emploi informel, c'est tout simplement tous ces secteurs-là dont les impôts ne sont pas déclarés. Il y a beaucoup d'emplois qui sont dans le secteur informel, simplement parce que informel, dont la fiscalité n'est pas vraie. Donc, il y a beaucoup de choses où l'État doit tout simplement chercher à officialiser ce secteur-là. Donc, pour dire que l'économie libérale aujourd'hui impose des choix et on ne peut plus revenir en arrière en pensant que l'État doit donner des emplois à tous les Camerounais. Nous parlons de l'économie de production. L'État doit mettre en place des politiques de production. Qui peut être à 2 secondes. Oui, juste pour dire que la gouvernance à la mode ne peut amener un État nulle part. On ne fait pas de gouvernance pour être à la mode. On fait une gouvernance qui répond aux préoccupations des citoyens. Voilà. Si l'État trouve que les préoccupations des citoyens, c'est l'emploi, il doit pouvoir mettre les moyens. Il a parlé du secteur primaire. On ne peut pas transformer le secteur primaire avec les salaires minables que les gens ont individuellement. C'est l'État qui met les gros moyens pour les... Parce que c'est des grandes structures. À partir de ces grandes structures, on peut donc voir les emplois induits qui peuvent donc servir d'auto-emploi à des gens qui ont des moyens plus ou moins modestes. Donc si l'État ne met pas lui-même ses moyens pour transformer le secteur primaire, comme l'a dit M. Olinga, on ne peut aller nulle part. Merci à vous 4. Merci Michel Gabriel Toudien. Merci au président. Et merci Cyprien Olinga. On t'a dit que je vendais les 3 secondes ici. Merci au professeur de Sangaouba. Et merci à Oui, j'ai fait la combine. J'ai validé ces 3 secondes et ces 3 secondes. Est-ce que tu... Non, j'ai d'abord donné au président Aimé Cyprien. Donc tu m'as oublié? Non, même tu ne te donnes pas. Merci, la prochaine fois. Merci à Ismaël qui était encore derrière les caméras. Guy Fernand a mixé cette émission Belle
Vance l'a réalisé. Jean-Martin Kempfak a apporté sa petite pierre à l'édifice ce soir. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga, qui bien sûr viendra vous donner la quintessence de l'information en langue de Shakespeare. Elle sera suivie à 20h par Claudia Ntia, qui aura le même exercice, mais cette fois en langue de Molière. Respect, monsieur Doneva. À demain, 17h, c'est peut-être adieu.